Lui, c'est Donny Cates. Et peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous le connaissez pas, mais peu importe parce que justement cette vidéo parle de lui. Enfin, pas tout à fait. Elle ne parle pas que de lui, mais bon, je vais pas vous prendre pour des abrutis, je sais que vous avez vu la miniature et qu'il n'y a pas de surprise. Cette vidéo parle avant tout de Venom. Mais pour parler justement de l'histoire de Venom que j'ai envie d'aborder, il faut d'abord parler de ce Donny Cates. Parce qu'il est l'architecte de ce run, aujourd'hui acclamé sur le personnage et globalement reconnu comme le meilleur run de l'histoire sur le symbiote noir. Allez, c'est parti. Quand je faisais mes recherches habituelles pour cette vidéo, je cherchais des interviews, des articles où Donny Cates parlait de son run sur Venom pour essayer de mieux comprendre son travail et de mieux l'analyser. Je m'attendais à trouver quelques trucs comme d'habitude qui allaient m'aiguiller et agrémenter ma vidéo pour la rendre plus intéressante et pertinente. Mais en faisant ces recherches, de fil en aiguille, je suis tombé sur l'histoire de Donny Cates. Et là, je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'en parle et que j'en dédie une partie complète de la vidéo. Parce que son histoire nous en dit beaucoup sur l'homme, sur qui il est et nous permet à nous, lecteurs, de mieux comprendre son travail et surtout les raisons de pourquoi il écrit ce qu'il écrit. Donc, nous y voilà, au début d'une vidéo qui dure un temps infini, à parler de la vie de Donny Cates sans que ce soit prévu au départ, mais je vous jure que c'est pertinent avec la suite, faites-moi confiance. Et laissez-moi donc vous embarquer dans les moments marquants de la vie de Donny Cates. Donny Cates naît le 14 septembre 1984 à Dallas au Texas. Et globalement, il n'y a pas énormément de choses à dire sur le bonhomme pendant son enfance, à part la partie qui nous intéresse, les comics. Ce qu'il y a à savoir, c'est que Donny Cates a commencé à lire des comics durant son enfance. Il voyait les comics au centre commercial et en fait il en est juste tombé amoureux. Alors, il a fait un marché avec son père. En gros, si Donny apprenait à lire, il lui achèterait les comics qu'il voulait et que tant qu'il les lirait, il continuerait à lui en acheter. Il a donc littéralement appris à lire en lisant des comics Spider-Man. Donny Cates dira carrément « c'est un peu le premier langage que j'ai appris ». Et chose importante, en fait absolument primordiale dans son histoire, il a commencé à lire des comics Spider-Man à une époque bien précise, parce qu'il a débuté à peu près dans la période McFarlane-Michelini du personnage. Une époque parfaite pour démarrer Spider-Man. Cette période est encore reconnue aujourd'hui presque 40 ans plus tard comme une des périodes charnières de Spider-Man. Une des meilleures littéralement, donc on peut dire qu'il a eu de la chance, mais sa chance ne s'arrête pas là. Parce que cette période correspond justement à l'époque où Venom faisait une de ses premières apparitions. Et forcément, il est tombé complètement dingue du personnage. C'est donc un fan de Venom depuis qu'il est tout petit, mais genre, c'est pas un fan, c'est un fan. Déjà, il faisait ses propres figurines et statues de Venom, ouais, carrément. Son père avait pas assez d'argent pour lui acheter les vrais, alors il a décidé de les faire de ses propres mains. Mais c'est pas tout, il écrivait évidemment des fanfictions sur Venom, et il avait carrément un mur entier recouvert d'issues de Venom. Et si on est honnête, c'est plutôt logique qu'il soit tombé fan du perso. Je veux dire, en étant gosse, forcément qu'on trouve Venom stylé, c'est juste un monstre qui a l'air trop cool. Donny Cates d'ailleurs le dira très bien lui-même, Venom est sans aucun doute l'un des designs les plus stylés qu'un personnage ait jamais eu, pas vrai? Et c'est vrai que le design du personnage, il est assez particulier parce qu'il plaît autant aux jeunes qu'aux ados, qu'aux adultes. C'est un design simple mais très efficace qui aura convaincu plus d'une personne de se jeter sur leur premier comics. En fait, sans trop chercher, on peut s'apercevoir d'un truc au premier coup d'œil sur le personnage. Venom est le reflet maléfique de Spider-Man. Il a les mêmes pouvoirs que lui, mais il ne partage pas son sens des responsabilités. C'est quand même fort d'arriver à dire ça avec un simple design. Évidemment, beaucoup de personnages marquants des comics ont le droit à ce genre d'opposé visuel immédiat qui nous fait comprendre de suite sa position vis-à-vis du héros. Flash à Reverse Flash, Superman à Bizarro, Hulk à l'Abomination, parmi tant d'autres évidemment. Donny Cates le dira d'ailleurs lui-même que le design de Venom a beaucoup joué dans un premier temps dans son appréciation pour le personnage. Et les goodies d'ailleurs du personnage qui étaient dispo partout dans les années 90 ont beaucoup aidé également. Cates a grandi avec Venom, en gros, c'est ça qu'il faut retenir pour notre histoire. Pour raconter un peu plus sa vie une fois adulte, il a commencé à travailler dans une chaîne de librairie de comics à Austin au Texas. De ce que j'en ai vu, il adorait ce travail, mais malheureusement pour lui, et aussi pour les lecteurs du coin, les boutiques ont fini par fermer parce que le propriétaire ne payait plus ses factures. Une fois cette aventure terminée, Donny a alors décidé d'intégrer une école d'art avec comme ambition ultime de devenir dessinateur de comics. Mais manque de chance, ou plutôt coup de chance comme on le verra plus tard, il se retrouve en cours avec des futurs artistes très reconnus, notamment pour leur travail chez Marvel, Tradd Moore et Geoff Shaw. On les connaîtra d'ailleurs plus tard pour leurs travaux incroyables sur des runs comme Thanos Wins ou Les Gardiens de la Galaxie et Silver Surfer Black ou Doctor Strange Fall Sunrise. En voyant leur niveau, même à l'époque, Donny Cates se dit quelque chose que 99% de la population se sont Reddit, j'ai absolument pas le niveau de ces mecs et je ne l'aurai jamais. Mais là où il a été smart et où il a fait un move qui a très certainement changé sa vie, c'est que plutôt que d'abandonner,
il s'est orienté vers l'écriture et d'ailleurs collaborera avec eux sur des comics plus tard. En fait, sur les comics que j'ai cités tout à l'heure, puisqu'ils sont tous scénarisés par Donny Cates, bouclons la boucle. Mais je vais trop vite en besogne. Une fois cette période de sa vie derrière lui, Donny Cates va décrocher ensuite un stage d'environ 1 an chez Marvel Comics. Et là, en gros, une de ses missions consistait à rédiger les résumés d'un ou deux paragraphes placés en ouverture des comics Marvel. Donc voilà, en 2010 et 2011, ce qu'il faisait chez Marvel. Travailler dans ce milieu, évidemment, c'était un rêve pour lui. Donc, il fut un temps tenté par un poste permanent à la production chez Marvel du coup. Mais à ce moment, il a reçu un conseil qui allait encore une fois changer sa vie. Et ce conseil vient d'un éditeur de chez Marvel à l'époque, un certain Mark Paniccia. Et Mark va lui dire quelque chose, c'est qu'en gros, si ce qu'il veut, c'est écrire à plein temps, devenir scénariste en gros, il ne devait pas prendre ce poste d'éditeur pour la raison suivante. En gros, s'il s'avérait mauvais, personne chez Marvel ne lui confierait un scénario à écrire, et s'il s'avérait excellent dans ce poste-là, on ne voudrait pas le voir quitter ce poste justement dans la production. Donc en fait, il pouvait plus ou moins dire adieu à son job de rêve d'être scénariste s'il s'engageait sur ce taf de production. Il va donc prendre la décision la plus couillue et quitter Marvel pour se consacrer entièrement à l'écriture. À ce moment-là, il a 22 ans et il n'avait jamais rien écrit de sa vie. Mais il va finir par décrocher un projet chez Dark Horse Comics, Buzzkill, qui va ouvrir la voie à quelques autres séries pour l'éditeur. À ce moment-là, Cates est aux anges. Il croit que sa carrière est enfin lancée. Mais malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu pour lui. Les 3 séries qu'il a écrites chez Dark Horse se sont mal vendues et ont toutes fini par être annulées. Il finira d'ailleurs par dire de sa propre bouche « Dark Horse ne voulait plus rien avoir à faire avec moi. Ce sont des gens formidables et je ne leur en veux absolument pas. Mais mes comics ne se vendaient tout simplement pas. Personne ne s'intéressait vraiment à moi et à mon travail. » Et à ce moment-là, Cates, il est à un tournant de sa carrière. Genre, le tournant qui va décider de son futur, c'est maintenant qu'il arrive. Son état d'esprit à ce moment-là, c'est qu'il se dit en gros, j'ai une seule histoire en moi. J'ai cette chose que je veux raconter et je vais la dire comme je l'entends, avec ma manière, mais j'ai proposé le projet encore et encore et encore, mais personne n'en voulait. Chose importante à ce moment-là, il n'a que le scénario de cette histoire. Il n'y a aucun dessin, il n'y a rien de visuellement intéressant. Et là, on va avoir le comeback d'un de ses camarades d'école, Jeff Shaw. Et finalement, chez Image Comics, on lui donne un feu vert, conditionnel. En gros, en fonction de ce qu'ils verront, ils lui donneront le feu vert ou pas. À ce moment-là, Cates est alors quasiment fauché. Mais Shaw croit tellement en l'histoire qu'il va faire en guise de faveur pour son ancien camarade d'école les 8 premières pages pour que Cates ait quelque chose à présenter à Image, parce que c'est son dernier espoir. Et le projet obtient alors le feu vert définitif de Image. Son histoire va être produite et commercialisée. Ça y est, il a un pied dans l'industrie en tant que scénariste. Et c'est là le début de la success story pour Donny Cates. Puisque dès le premier numéro, le 11 janvier 2017, c'est un énorme succès. À tel point que rapidement, Cates va commencer à recevoir des emails d'exécutifs et d'agents. Une fois la partie où il faut percer est passée, arrive une autre période pour un scénariste se démarquer et attirer l'attention sur le long terme. Et il va nous dire « Honnêtement, je ne sais pas ce qui a fait la différence entre God Country, Buzzkill et le reste. Je sais pas ce qu'il y avait dans mon travail qui a poussé les gens à venir. » Mais du coup, comme je l'ai dit, la partie difficile est toujours là. Il ne faut pas se reposer sur ses acquis, et d'ailleurs, il va très bien le dire lui-même, cherchez toujours à faire évoluer votre jeu. Si vous trouvez quelque chose qui fonctionne, osez vous en priver la prochaine fois, c'est comme ça qu'on grandit. Donc voilà, là c'est cool, il est enfin auteur de comics, il commence à écrire des séries de manière régulière, mais du coup, on va faire un petit saut dans le temps, et celui-là, il est là pour arriver malheureusement à la partie triste de notre histoire. Il est 4 h du matin et nous sommes en mi-2015. Soudain, au milieu de la nuit, Donny Cates se réveille avec une douleur horrible. Hurlant de toutes ses forces, se tordant de douleur sur le sol, c'est comme si quelqu'un le poignardait. À ce moment-là, il croit vraiment qu'il va mourir. Sa femme Liz le conduit alors immédiatement aux urgences. Et oui, parce que depuis le début, il y a un truc que je vous ai pas dit sur Donny Cates. À cette époque-là, c'est un alcoolique. Donny Cates le dit d'ailleurs lui-même qu'il ne le réalisait pas à l'époque, mais il était complètement alcoolique. D'ailleurs, Buzzkill, dont je vous ai parlé tout à l'heure, raconte carrément l'histoire d'un super-héros dont les pouvoirs augmentent à mesure qu'il boit, et malheureusement, arrivé sur place, un médecin l'ausculte et en conclut immédiatement qu'il s'agit d'une pancréatite aiguë, qui est en gros une inflammation soudaine du pancréas. Donny Cates le qualifie lui-même de représailles de son corps pour tout l'alcool qu'il avait consommé à l'époque.
Mais Cates explique que les instants avant de savoir s'il s'agissait d'une pancréatite aiguë qui donc serait de courte durée bien qu'affreusement douloureuse, ou bien une pancréatite chronique qui serait donc vouée à rester, ces instants avant de savoir furent absolument insupportables. Et à ce moment-là, il va prendre la main de sa femme et lui dire ces mots : « Si ce médecin entre dans cette pièce et m'annonce que c'est chronique, je vais en finir. » Il raconte aujourd'hui qu'en l'espace de 24 heures, il est passé d'une situation où tout allait bien, avec une carrière qu'il adorait et en plein essor, à prendre la décision qu'il allait mettre fin à ses jours. Mais heureusement pour lui, la pancréatite était bien aiguë et il a reçu un traitement médicamenteux très lourd pendant environ 3 mois et a dû suivre un régime uniquement liquide et a perdu un peu plus de 13 kilos. Voilà, c'est pas l'info du siècle son régime, mais bon, c'était là pour vous dire que le bouc était quand même passé vraiment à 2 doigts de la mort. Et tous ces événements si soudains et si choquants le pousseront à arrêter de boire. Et cette décision aura un double effet. D'abord, évidemment, sur sa santé, forcément, mais aussi sur sa carrière. Et il le dira d'ailleurs très bien lui-même : « Quand j'ai arrêté de boire, il m'a fallu trouver une nouvelle addiction, ce fut les histoires, l'écriture, mon travail. » Et donc, peut-être que grâce à cet immense rappel à l'ordre, sa carrière a pris un tout autre tournant, puisque par la suite, il écrira God Country, qui sortira donc début 2017, et le comics sera également un énorme succès. Potentiellement en partie car Donny Cates s'est beaucoup servi de son histoire personnelle et de sa période où il recouvrait de sa pancréatite pour écrire ce comics. Il dira lui-même : « À bien des égards, l'aspect lié à la maladie d'Alzheimer dans God Country vient de ce que j'ai vécu. Ne pas pouvoir être un fils pour mes parents ou un mari pour ma femme, j'ai ressenti toutes ces choses. » Parce qu'en fait, ultimement, God Country parle de ce que quelqu'un ferait s'il retrouvait sa vie, la vie qu'il veut en fait, et jusqu'où il irait pour la garder ainsi. Quelles seraient ses limites? Et ce genre de personnage est très important pour Cates. C'est les personnages qu'il aime le plus écrire, mais ça, on s'en apercevra plus tard. Il écrira pendant cette période aussi Redneck, qui marchera très bien. À ce stade-là, ce qui est important, c'est de se dire qu'après le succès de God Country et de Redneck, c'est Marvel qui revient pour taper à sa porte en juillet. Il voulait l'engager en contrat exclusif. Et là, ça y est, Donny Cates y est enfin arrivé. Son objectif ultime est arrivé et il dira : « J'ai littéralement commencé à pleurer par réflexe, une larme a coulé sur ma joue. » Du jour au lendemain, il se retrouva carrément à une sorte de retraite créative organisée par Marvel et il confia : « C'était les 12 meilleurs scénaristes de l'industrie et moi. » Mais tout ça, c'est bien beau, l'anecdote est marrante, mais là, c'est maintenant que le vrai travail allait commencer. Réussir à écrire pour Marvel. À suffisamment bien écrire pour devenir un auteur mémorable qui allait marquer durablement les personnages qu'il aime tant. Déjà pour garder son poste, mais surtout pour réaliser son rêve. Son rêve ultime vraiment cette fois. L'étape finale de son ascension dans l'industrie des comics. Une fois arrivé chez Marvel, le premier personnage sur lequel il va être mis est Doctor Strange en novembre 2017, mais pas seulement. Marvel a l'air de lui vouer une confiance totale puisqu'il va s'occuper en même temps de Thanos et donc de prendre la suite du court run du très grand Jeff Lemire dont j'ai abordé la carrière dans cette vidéo où je parle en plus d'un comics tout bonnement incroyable, Gideon Falls. Mais trêve d'auto-promo. Donny Cates va donc écrire Thanos et Doctor Strange. Et franchement, je vais pas m'attarder sur ces travaux-là, cette vidéo elle est pas là pour ça. Moi je suis là pour parler de Donny Cates et surtout de son travail sur Venom. En ce qui concerne ces deux runs, j'y reviendrai un jour dans leur propre vidéo. Tout ce que je peux dire c'est que vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est de l'excellent travail. Si vous voulez en savoir plus, j'ai 2 vidéos qui datent un peu et qui parlent de ces 2 runs. C'est pas forcément les vidéos les plus abouties de ma chaîne, mais elles restent plutôt pertinentes si vous hésitez à les lire, mais sont vouées à être refaites de mon côté un jour ou l'autre. Mais bref, il est donc chez Marvel, travaille sur 2 super personnages en même temps, et il fait un très bon travail. Son style explosif, déroutant, rempli de cliffhangers complètement fous et d'utilisation du lore de Marvel pour le retourner dans tous les sens et sortir des sentiers battus plaît autant au public qu'en interne chez Marvel. Mais même s'il adore ses personnages, ou alors il s'est découvert une passion pour ces personnages qui gravitent autour de Doctor Strange et de Thanos, il y a un personnage qu'il rêve d'écrire depuis qu'il est gamin. Depuis l'époque où il écrivait des fanfictions sur lui, Venom. C'était le tout premier personnage sur la liste des personnages qu'il voulait absolument écrire. Bon, remettons d'abord un peu les choses dans leur contexte. On est en 2018. Et lors d'une discussion complètement au pif avec Nick Lowe, éditeur chez Marvel et responsable de la ligne Spider-Man, que Donny Cates fait part de son souhait. Son souhait de travailler sur Venom. Et là, Nick Lowe lui aurait balancé un « Holy shit, yes, you own Venom will be fucking great ». Et ça tombe bien que Donny Cates ait eu le culot de demander ça. Parce qu'à cette époque, Marvel voulait relancer Venom, avec une approche plus ambitieuse, capable de donner un grand arc narratif sur plusieurs années. Un vrai run en somme,
qui pourrait remettre le personnage au goût du jour, si on peut dire. Donc, quand Donny Cates débarque sur le titre Venom, il arrive à un moment crucial. Je dirais même qu'il arrive à ce qui est certainement la période la plus importante de toute l'histoire du personnage. Celle qui le fera basculer du bon ou du mauvais côté. Je m'explique. Premièrement, parce que c'est les 30 ans du personnage. Donc, en temps normal, ce serait déjà une période importante avec sûrement quelques sorties de comics spéciaux pour l'occasion. Mais là, on n'est pas en temps normal, parce qu'on est en 2018. Et en 2018, à la fin de l'année va sortir sur le personnage le film Venom de Sony. Et donc, comme pour chaque sortie de film sur un personnage, Marvel avait clairement décidé de viser très haut pour le personnage en question. Dans les comics évidemment. Et surtout, de le mettre sur le devant de la scène, parce que les ventes allaient forcément augmenter après. Et pour ça, ils avaient besoin d'un auteur capable de débuter quelque chose de marquant. De marquant pour le personnage avec un impact immédiat, dès le premier épisode. Et pour ça, ils choisissent Donny Cates. Donc, Donny Cates va débarquer sur le titre Venom en mai 2018. Et il a envie de frapper fort. Et malgré ses travaux précédents qui étaient déjà vraiment ambitieux, il le dira lui-même que ce run Venom, c'est la chose la plus grande et la plus ambitieuse que j'ai jamais tentée. Et pour ça, il avait des idées très précises sur où il voulait emmener le personnage de Venom. Parce qu'il y a une chose à savoir qui est primordiale. C'est que c'est un personnage assez mystérieux encore à ce moment-là. Très mystérieux même. C'est un personnage dont on ne connaît pas forcément le passé. Certes, on connaît vaguement l'histoire du symbiote et relativement bien l'histoire de Eddie parce que, pour revenir un peu en arrière, comme je l'ai dit au départ, Venom est un antagoniste clair de Spider-Man. Mais après cette période plutôt courte, Venom va rapidement devenir un anti-héros grâce à l'apparition de sa némésis, Carnage. Le tout à une époque où les comics vont tendre à devenir plus sombres. Il va devenir si populaire qu'il va avoir le droit à son premier run en solo, Lethal Protector. Dans cette mini-série, il va en quelque sorte devenir l'archétype de l'anti-héros. Le symbiote est prêt à utiliser la violence et à tuer ses adversaires si l'occasion se présente. Mais c'est pas très étonnant parce que dans les années 80 et 90, des comics comme le Wolverine de Claremont, le Daredevil et The Dark Knight Returns de Frank Miller, ou évidemment Watchmen, imposent un ton plus sombre et adulte aux comics de super-héros. Les anti-héros s'imposent donc naturellement petit à petit, et des personnages comme le Punisher ou Venom deviennent encore plus populaires. Mais si vous avez bien suivi, il y a une différence majeure entre le Punisher et Venom. Et en fait même entre Venom et Spider-Man. Et cette différence, c'est ce qui va faire la spécificité de Eddie Brock sur la durée. En effet, en général, les personnages qui sont des anti-héros ou bien des héros depuis leur début sont très ancrés dans leur esprit. Mais également dans celui des lecteurs, dans leurs actions, dans leurs principes, mais surtout dans leur morale. En fait, dans ce en quoi ils croient. Le Punisher ne doute pas de lui une seule seconde sur son objectif. Spider-Man, c'est pareil. Mais Eddie Brock, lui, a toujours été un peu plus ambigu. En fait, Eddie a toujours été du genre « si le vent souffle vers le nord, Eddie part vers le nord ». En gros, Donny Cates pense qu'en fait, c'est un homme qui ne sait pas encore qui il est. Contrairement à un Tony Stark par exemple, qui sait exactement qui il est et ce qu'il veut accomplir. Eddie, lui, il est pas comme ça. Eddie, il a jamais été comme ça. Et c'est ce genre de choses qui l'a fait continuer à accrocher au personnage même alors qu'il grandissait, alors que les histoires devenaient plus matures en même temps que lui. Il a toujours été très attiré par le personnage d'Eddie Brock grâce à ce côté qu'il ne savait pas sur quel pied danser. Selon Donny Cates, ça fait de lui un personnage plus réaliste, moins sûr de ses convictions et auquel on peut avoir envie de s'attacher, mais surtout de voir évoluer. On n'est pas toujours sûr de ses actions, il est imprévisible pour le lecteur et donc il est plus malléable pour l'auteur qui en parle. Donc, quand Donny Cates débarque sur le titre, ça fait 30 ans que Eddie Brock végète un peu en solo. Au début des années 2000, le succès du personnage de Venom décline. Mais en réalité, c'est surtout son hôte Eddie Brock qui lassait les lecteurs. Beaucoup pensaient qu'on avait déjà fait le tour de son personnage, qu'il n'y avait plus grand chose d'intéressant à raconter sur lui en fait. Je veux dire, Eddie à ce moment-là, il a eu des évolutions. Il est allé de droite, de gauche, il est devenu un anti-héros, a perdu son symbiote, il a eu un cancer. Il est devenu anti-Venom. Bref, le personnage a évolué. Enfin, il a évolué seulement si on regarde de loin en tout cas. Parce qu'en fait, de loin, on a l'impression que le personnage avance avec le temps. Mais en fait, pas vraiment. En fait, le personnage a vraiment fait tout et n'importe quoi depuis 30 ans. À tel point que il fait même d'ailleurs pas partie
de la saga Venom qui a fait le plus évoluer le concept avec Agent Venom, puisque c'est Flash Thompson sous le symbiote à ce moment-là. Et c'était une période qui a vraiment plu aux fans parce qu'elle donnait un espèce de coup de neuf à un perso qui, jusque-là, commençait honnêtement à tourner un peu en rond. Pour beaucoup, c'était une version plus fraîche et originale de Venom. Du coup, si on regarde bien Eddie Brock, il n'a pas eu un vrai run où il pourrait être développé en tant que personne profondément. S'attarder sur son caractère, ses peurs, ses ambitions, son état d'esprit. Bref, un vrai run qui travaillerait Eddie Brock pour lui-même et pas que pour le symbiote. Mais sans pour autant laisser le symbiote de côté. Mais ces 30 ans ont eu deux effets. En premier lieu, le personnage s'est constitué une fanbase considérable. Durant ces 30 ans, Venom s'est fait beaucoup de fans, donc on peut être sûr que chaque run sera attendu par une poignée de personnes toujours fidèles au rendez-vous, et donc accueilli avec des ventes, dirons-nous, acceptable. Et la deuxième découle de ce que j'ai dit plus tôt. Eddie Brock est un personnage malléable, et à cause de ce manque d'évolution, on peut donc dire plein de choses sur le personnage, parce qu'au final, pas grand chose n'a été dit depuis longtemps. Oui, Bendis va creuser l'histoire des symbiotes lorsque l'agent Venom rejoindra les Gardiens de la Galaxie, et Zeb Wells va nous raconter l'enfance d'Eddie dans un très bon comics que je recommande d'ailleurs. Mais à part ça, tout le reste de l'histoire de Eddie et du symbiote semble flou, ou plutôt semble être une opportunité pour raconter quelque chose de spectaculaire et qui définira une bonne fois pour toutes ces deux personnages. Venom et Eddie Brock, parce que Venom évidemment, et ça c'est important à retenir, a toujours été un personnage double, puisqu'il s'agit de l'association de Eddie et du symbiote. Les deux méritent autant l'un que l'autre qu'on fasse de la lumière sur leur histoire respective. D'ailleurs, Donny Cates le dit lui-même. En grandissant, je me demandais sans cesse qui est Eddie Brock. D'où vient-il et pourquoi il fait tout ça? Et cette chose qu'est le symbiote, qu'est-ce que c'est et d'où vient-elle? Toutes ces questions trouveraient des réponses. Il a juste fallu que je grandisse et que je les écrive moi-même. Et donc, avant même que le run commence, tout est réuni pour en faire un grand run. Un scénariste de talent, mais qui surtout aime profondément le personnage. Le respecte et connaît par cœur ou presque sa continuité. Mais surtout, qui a envie et qui sait quoi écrire. Il a des idées bien précises en tête et ça c'est primordial. Il sait ce qu'il veut, il sait où il veut amener le personnage et je peux vous garantir que le statu quo va bien bouger et qu'on pourra réellement parler d'évolution sur le personnage. Et ce run sera aussi l'occasion pour Donny Cates, mais aussi pour les lecteurs, récents comme anciens, de plonger et d'explorer qui est vraiment Eddie Brock et son symbiote. Mais Donny Cates, c'est aussi quelqu'un qui a l'intelligence de lier ses récits. C'est-à-dire qu'il possède quasiment son propre univers en fait. Chacun des runs qu'il va faire va souvent créer un lien avec des autres runs, d'une manière ou d'une autre. En fait, Donny Cates est typiquement le genre de scénariste qui s'exprime bien sur la durée et quand il a la possibilité de tisser sa toile. C'est parce que j'écris beaucoup que j'ai besoin d'avoir un plan précis en tête, comme une sorte de chemin à suivre. C'est pour ça que l'on peut voir chez Marvel que mes productions semblent connectées entre elles. J'ai souvent le plan dans la tête depuis longtemps et quand je réalise un comics, il est souvent prévu 4 ou 5 ans à l'avance. J'avais pensé à l'histoire de Venom depuis 5 ans et je n'ai pas changé une seule virgule au script. C'est une façon pour moi de rester cohérent. Je crois que c'est très clair dans la manière dont il exprime qu'à partir de ce moment-là, avec ce niveau d'investissement, de connaissance du personnage et d'idées, que ce run ne pouvait aller que dans le bon sens. Et à noter que le run Venom fait partie d'un plus grand tout scénarisé par Donny Cates, comme il vient de le dire. Mais qui ne vous manque en aucun cas si vous lisez juste Venom. Et c'est là tout le génie, je dirais presque, de la chose. Et pour donner le maximum de réponses, mais surtout qu'elles soient satisfaisantes pour tous les lecteurs, Donny Cates va alors se replonger dans l'histoire du personnage. Et il va trouver un axe de développement particulièrement pertinent, et qui va complètement accrocher ses lecteurs. Et qui, franchement, si on me demande mon avis, tient même carrément du génie. Parce que quand on se plonge dans les origines du symbiote, on s'aperçoit que le symbiote est possessif. On pourrait presque dire qu'il est amoureux de Peter Parker. Et cette possession du symbiote est un axe très intéressant de développement. Non pas seulement pour le symbiote, mais surtout pour Eddie Brock. Et Donny Cates le dit d'ailleurs très bien lui-même. Je pense qu'Eddie Brock est peut-être l'être humain le plus dépendant affectivement sur Terre. Et cela se voit assez clairement au travers des relations qu'il entretient. Je crois que si vous demandez aux nombreuses autres personnes qui ont porté le symbiote ou un symbiote dans le passé, elles vous diraient qu'elles ont été transformées en le portant, qu'elles ont acquis de nouveaux pouvoirs, que leur personnalité a peut-être changé,
que ça l'a fait ressortir leurs parts les plus sombres, ce genre de choses en tout cas. Mais si vous posiez la question à Eddie, je ne pense pas qu'il dira qu'il a été transformé ou qu'il a gagné quelque chose en plus de ce qu'il était déjà. Je crois qu'Eddie vous dirait que c'est la première fois qu'il s'est senti entier. Qu'il avait toujours un vide en lui, quelque chose qui manquait en fait. Et qu'en obtenant cela, il a enfin eu l'impression de ne plus être jamais seul. Et rien qu'avec ce constat-là sur l'histoire de Eddie, Donny Cates vient de s'ouvrir un sentier d'or sur le personnage. Il a une ligne directrice qui est genre révolutionnaire. En plus de traiter d'un problème bien réel dont souffrent bien des personnes dans le monde sans pour autant le savoir ou en être conscient, de ce fait, il va rapprocher naturellement Eddie de certains de ses lecteurs. Et ceux qui ne se reconnaîtront pas directement dans ce trait de caractère du personnage, forcément, éprouveront à minima une certaine empathie pour le personnage. Et si c'est le cas, Donny Cates, il a déjà gagné son pari. Et tout ce que j'ai à dire, c'est bravo, parce qu'il a réussi à trouver l'origine de ce qui le motive et de ce qui l'a rendu comme il est. C'est la base de beaucoup de super-héros en fait. Et Eddie manquait clairement de ça pour en faire un personnage intéressant à exploiter sur le long terme. Énormément de héros se basent quasi exclusivement sur un événement qui va modifier et motiver toute leur existence. Spider-Man est encore un excellent exemple à ce niveau-là. La mort de Oncle Ben a littéralement fait de lui qui il est aujourd'hui et lui a donné sa ligne directrice sur laquelle s'appuient tous les scénaristes à un moment donné de leur histoire. Et ce manque chez Eddie, pendant une grosse partie de sa vie éditoriale, était un vrai talon d'Achille pour le personnage. Eddie Brock, lorsqu'il a commencé à devenir ce qu'on pourrait appeler un héros dans son histoire, s'est montré déterminé à protéger les innocents du moins. Pourquoi ? D'où ça vient ? Quel est le moment Oncle Ben d'Eddie Brock ? Qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'il s'adapte au symbiote aussi facilement ? Tant d'autres personnes l'ont porté, mais elles en ont été terrifiées, mais pas Eddie. Si tu relis ses comics, tu verras qu'Eddie était à fond dedans. Mais quel genre de personne est Eddie finalement ? C'est quelque chose dont on n'a jamais vraiment parlé, qu'on n'a jamais vraiment abordé. Pourquoi Eddie se sent-il si seul ? Qu'est-ce qui s'est passé dans son enfance pour qu'il soit si dépendant affectivement et semble incapable de fonctionner par lui-même ou se sente incomplet sans cette autre moitié de lui ? Et en examinant les origines d'Eddie, j'ai beaucoup étudié les profils psychologiques liés à la codépendance. Et j'ai un peu travaillé à rebours à partir de là. J'ai en quelque sorte diagnostiqué Eddie pour essayer de comprendre qui il est vraiment. En fait, Eddie est un solitaire qui ne veut pas être seul. En fait, c'est un homme mort qui transporte son cercueil partout avec lui. À partir de ce constat-là, Donny Cates va se focaliser sur une chose. Il avait l'ambition de réussir à donner justement à Eddie son Uncle Ben moment, pour le définir en tant que bon personnage. Trouver ce moment important pour baser son personnage dessus en fait. Évidemment, à côté de ça, il y a plein d'autres choses à exploiter. Et notamment au niveau du lore des symbiotes. Qui, comme je l'ai dit précédemment, bien qu'explorés dans les comics, ne l'ont jamais été complètement. Donc là encore, on est sur un sacré terrain vierge, et qui pour un scénariste qui a de bonnes idées devient un véritable bac à sable. Donny Cates va mélanger les styles et les genres dans des différents arcs narratifs, tout en conservant un fil rouge narratif très fort, qui se base sur l'histoire d'Eddie et l'histoire des symbiotes, et qui va motiver toutes les avancées du run, et au final, ce que ça donne, ce qu'on a, c'est un personnage solitaire qui veut juste être seul et déteste presque tout le monde dans l'univers Marvel. Et tout le monde le déteste un peu aussi. Ce que tu veux faire, en tant qu'écrivain, c'est le mettre en interaction avec toutes ces personnes autant que possible, pour le placer dans des situations qu'il va détester. Le vrai plus grand vilain de tout ce run, c'est moi, dira Donny Cates. C'est parce que je continue de faire subir à Eddie les pires épreuves. Et Donny Cates va vivre un véritable rêve pour tous les fans d'un personnage. Imagine, en tant que grand fan de Venom, si Marvel te donnait les clés du royaume. Tu n'utiliserais pas tous les jouets ? Est-ce que tu ne voudrais pas exploiter chaque centimètre de ce personnage dans l'histoire ? Parce que moi, oui, et j'en profite. Personne ne veut plus jouer avec tous ces jouets que moi. Et il y a une autre raison qui pousse autant Donny Cates à vouloir à tout prix écrire Venom, au-delà du simple fait d'être un fan. Quelque chose de beaucoup plus profond et intime même. C'est une chose que beaucoup de personnes ont plutôt avec Spider-Man par exemple. C'est que Donny Cates s'identifie énormément à Eddie Brock. Parce que Donny Cates, en tant qu'ancien alcoolique, il peut complètement s'identifier à Eddie. Lui aussi, il a un peu ce sentiment avec l'addiction à l'alcool d'avoir comme un démon sur son dos, qui lui dit de faire la mauvaise chose, et dont tu ne peux pas te débarrasser. Parce que ça te ferait toi une personne moindre,
moins intéressante certainement, dans l'esprit de Donny Cates. Son run Venom est clairement le plus personnel, malgré que tous ses comics sont évidemment un peu de lui à l'intérieur, mais Eddie est clairement celui qui ressemble le plus à Donny Cates dans la vraie vie. Mais il le confirme lui-même de toute façon. Eddie est sans aucun doute le personnage qui me ressemble le plus quand je suis seul. Mais contrairement à nous, Eddie porte ses démons internes à l'extérieur. Il dit également quelque chose que je trouve particulièrement pertinent, et qui rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure sur beaucoup d'auteurs. Pour le coup, je pense à Jeff Lemire parce que j'ai parlé de sa vie dans une vidéo, mais on pourrait aussi penser à d'autres auteurs. Donny Cates le dit encore très bien. Je pense que, quelque part, chaque écrivain ou scénariste écrit sur les choses qui l'effraient. Je parle beaucoup de la famille. Il y a aussi la peur de perdre le contrôle, la peur de Dieu, la peur de l'inconnu, de l'espace terrifiant, des abysses et des ténèbres. Toutes ces choses que l'on retrouve dans tout mon travail. Ce sont juste les thèmes qui m'empêchent de dormir la nuit. Et en étant honnête, c'est souvent vrai. Ari Aster, Zach Cregger, Guillermo del Toro ont tous écrit ou réalisé des films sur les choses qui les terrifiaient le plus et ont pondu des films incroyables. D'ailleurs, un critique a dit un jour « Cates est très attiré par les ratés dangereux ». Et c'est la meilleure description de ce que j'écris. Il y a aussi autre chose que Cates va devoir réussir durant ce run, c'est trouver la balance entre anti-héros et héros. Parce que oui, au vu de ce que je vous dis depuis tout à l'heure, on pourrait clairement déduire que le but de ce run est de faire de Eddie un héros. Un héros imparfait certes, avec un lourd passé, mais un héros quand même. Sauf que le personnage ne va pas changer en claquant des doigts. C'est pas comme ça qu'on écrit une bonne histoire. Il faut que le personnage ait des raisons valables de devenir un héros. Que ça se passe petit à petit, avec des étapes importantes à franchir. En bref, c'est vraiment pas simple de faire ce passage à un personnage. C'est un travail long et compliqué et qui demande une minutie de tous les instants. Et comme Marvel était prêt à lui laisser une quasi carte blanche, tout était entre ses mains pour réaliser ce dont il avait toujours rêvé. De plus, Donny Cates considère qu'il y a une vraie différence entre une approche où on cherche à ajouter quelque chose au personnage et une approche où on cherche à déconstruire le personnage. Si on prend pour exemple le Batman de Grant Morrison, lui, il cherchait à rajouter des choses. Tout ce qui était écrit avant compte et il construit par-dessus. Mais par contre, sur ces X-Men, Morrison déconstruit les personnages et envoie un peu se faire foutre tout ce qui était fait avant pour établir une nouvelle base. Et Donny Cates, lui, il adore les comics additifs, qui rajoutent quelque chose au personnage. Et grâce à sa connaissance de l'univers Marvel, ça l'aide énormément dans cette approche. Il le dit d'ailleurs lui-même, qu'il lit des comics depuis tellement longtemps qu'il n'a même pas besoin de faire de recherche quand il écrit un nouveau personnage parce que il connaît l'univers Marvel extrêmement bien, dû à toutes ces années de lecture. Et pour en terminer avec cette très longue partie et passer à pourquoi son taf sur Venom est immense, il y a quelque chose d'important à dire. Un autre objectif du run. Sortir Venom de l'ombre de Peter Parker. Parce qu'il a toujours été super lié et a tourné toujours autour de Spider-Man. Et ce qu'il veut, c'est donner à Venom son propre monde, sa propre mythologie, en faire un personnage à part entière et qui n'a pas besoin de Spider-Man pour exister. Et que malgré que selon lui, je le rappelle, c'est le meilleur ennemi de Spider-Man. Il doit réussir à être un stand-alone et ne pas avoir besoin de Spider-Man. Il veut lui créer son propre univers, tout simplement. Et forcément, quand on travaille dans les comics, on n'est jamais seul. Et donc, pour ce run, il sera accompagné de plusieurs dessinateurs exceptionnels. Mais j'en retiens surtout deux. Premièrement, Ryan Stegman. Et deuxièmement, Iban Coelho, qui donneront son style unique au run. Mais j'y reviendrai tout le long de la vidéo. En tout cas, l'équipe autour de Donny Cates semblait être parfaite, parce qu'il dira lui-même « ça a été un rêve devenu réalité de travailler avec Ryan Stegman ». Je connaissais Ryan avant qu'on commence à travailler ensemble, on traîne dans des cercles similaires. Il est tellement fan de Venom et tellement passionné par cette histoire qu'on raconte, par l'ampleur et la taille de celle-ci. Ça a aussi donné à Ryan l'occasion de dessiner des choses qu'il n'avait jamais faites avant. Il peut vraiment se lâcher sur ce run et montrer ce dont il est capable d'une manière incroyable. Personnellement, je pense que c'est le meilleur travail qu'il ait jamais fait. Et ça compte tellement pour moi, parce que Venom compte tellement pour moi. Ce serait vraiment dommage que mon équipe créative soit composée de cons, et ça aurait tout gâché, mais ils sont tous phénoménaux. Donc, je sais qu'on est censé dire ce genre de choses, mais je le pense sincèrement. J'aime vraiment tout le monde avec qui je travaille sur ce run. Bon, ça y est, la partie histoire est terminée, lançons-nous désormais dans ce run de Venom, où je vais m'efforcer de vous expliquer pourquoi il est si bien et pourquoi vous devez absolument le lire. C'est parti.
like big with a face so mean. All the bad boys trying to get with me. Et c'est là que notre histoire commence, par une scène difficile à comprendre. On y voit ce qui semble être des guerriers d'un temps très reculé. On les voit terrifiés, hurlant à plein poumon et poussant de toute leur force sur une immense porte en bois pour empêcher quelque chose de rentrer. Quand soudain, la porte s'arrache et tout le groupe se retrouve propulsé dehors sous la pluie et l'orage, une espèce de liquide noir qui semble les envahir, prêt à les tuer. Le passage s'arrête quand on s'aperçoit qu'on était dans un rêve, ou plutôt un cauchemar d'Eddie. Enfin, non. C'était un cauchemar du symbiote de Eddie, qui semble avoir vécu ça comme une sorte de flashback. Eddie se réveille alors pour retrouver son appartement, un endroit délabré, dans un état pas possible et qui respire la crasse, le renfermé et l'humidité. Eddie se lève péniblement du matelas, vulgairement posé sur le sol qui lui sert de lit. Il a une discussion avec son autre, pour essayer de comprendre ce qu'il vient de voir. Mais le symbiote, affolé, n'est pas d'une grande aide, et Eddie, il a vraiment besoin de réfléchir et d'être un peu seul. Il se dirige alors vers sa salle de bain, avale 2 pilules pour faire taire le symbiote, tout en s'excusant de le faire auprès de lui. Le symbiote semble souffrir et il est hors de lui, jusqu'à proférer des menaces envers Eddie. La situation semble vraiment horrible et surtout très compliquée. Mais pas le temps de réfléchir. La radio de police d'Eddie s'allume, lui signalant un crime de Jack O'Lantern, son ancien ennemi. Il passe donc par la fenêtre pour aller intervenir. Pendant sa route, il nous débriefe sa vie en voix off. Il a perdu son travail à cause de son symbiote. Il n'arrive plus du tout à le contrôler et il a l'air très agressif. Quand Eddie arrive sur les lieux, l'intervention des flics semble avoir été express car elle est déjà terminée. Mais Jack O'Lantern s'échappe en tirant sur un policier lors de sa fuite. C'est alors qu'une masse d'ombre se jette sur lui, ne lui laissant aucune chance de s'échapper. Et quand ce monstre nous est révélé, on comprend qu'il s'agit de Venom. Mais définitivement un truc qui va pas. Le symbiote est complètement hors de contrôle et prêt à tout ravager. Et là, Eddie lance une prière. Une prière pour que quelqu'un réussisse à le tuer, lui et son symbiote pour tout arrêter. C'est alors qu'une immense explosion vient couper court à l'action. Un homme se présente au travers de la fumée et semble parler à Eddie avant qu'il ne s'évanouisse. Eddie se fait alors réveiller par son symbiote qui lui hurle qu'il a mal, très mal, qu'il faut qu'il se réveille. Quand il ouvre les yeux, il voit pas grand chose, à part qu'il est attaché à une chaise, collé à une fournaise qui fait mal à son âme et l'empêche d'agir. En face de lui, un homme qui se présente sous le nom de Rex Strickland et qui lui dit sans détour qu'il a besoin de son aide. Il lui demande notamment ce qu'il sait du projet Rebirth, le projet qui a mis au monde Captain America. Évidemment, Eddie n'en sait rien, si ce n'est que son symbiote a été utilisé par le même programme bien des années plus tard pour créer de nouveaux super soldats. Et là, Rex va faire une révélation qui va laisser Eddie abasourdi. Il lui révèle que c'était pas des nouveaux super soldats symbiotes, mais bien les derniers d'une série dont il a été le premier avec son groupe. Le gouvernement des USA les ont tous liés à des symbiotes pour les utiliser. Et il semble avoir une connaissance énorme des symbiotes et va commencer à asséner une série de questions à Eddie sur son maître. Comment il l'appelle? Quel âge il a? Qu'est-ce qu'il aime manger? C'est quoi sa température idéale? S'il avait été lié à d'autres avant lui, même avant de venir sur Terre? Est-ce qu'être lié à un humain c'est son truc ou même pas? Est-ce que Eddie vieillit quand il porte le symbiote? Bref. Il ne sait rien de son symbiote à part qu'il fait des horribles cauchemars actuellement. Cauchemars que Rex peut, selon ses dires, régler contre une faveur. Et cette faveur est de taille. Aller sauver ses 4 amis qui eux sont toujours liés à des symbiotes mais que le Shield veut voir disparaître car ils sont devenus incontrôlables à cause de leur exposition prolongée aux symbiotes. Et Eddie pose alors la question ultime. Est-ce que Rex sait d'où viennent les symbiotes? Et Rex lui dit que c'est une sacrée bonne question mais que malheureusement il n'a pas la réponse. Mais que la seule manière de savoir c'est de l'aider parce que forcément cette piste passe par ses 4 camarades. On se retrouve alors avec Eddie libéré, prêt à libérer à son tour les 4 camarades de Rex pour avoir ses réponses. Il se transforme alors et explose le camion qui les transportait et s'occupe rapidement de ses occupants. Quand tout à coup, alors qu'il s'apprête à libérer les 4 anciens soldats, il pulvérise la porte avec une sorte d'explosif et renverse Eddie, en plus de produire des immenses flammes qui font rentrer le symbiote, et alors, face à lui, 4 symbiotes qui semblent pas du tout amicaux. Eddie est donc seul, sans son symbiote, face à 4 monstres incontrôlables.
il ne s'est jamais senti aussi petit, si vulnérable. Mais dans un élan de désespoir, il se jette sur le premier symbiote qu'il voit, mais se fait complètement transpercer par une lame des symbiotes. Mais alors qu'il s'apprête à l'achever, une lumière aveuglante surgit du canon. Eddie ferme les yeux et les réveille. Les 4 symbiotes ont disparu, à leur place, 4 cadavres. Les corps des anciens camarades de Rex. Et il demande à son symbiote ce que les autres ont dit, parce qu'ils ont semblé hurler quelque chose dans une langue qu'il n'a pas compris. Et son symbiote lui répond qu'ils ont prononcé la phrase suivante « Dieu arrive ». Alors qu'un immense dragon noir et rouge s'envole au-dessus de la ville pour percer le ciel. Voilà, je vous ai raconté la première des 35 issues qui composent ce run, et quel début de run de fou. Déjà, la narration commence avec un petit résumé de la vie d'Eddie avant les événements qu'on s'apprête à suivre. Sympa pour les nouveaux lecteurs qui connaissent pas le personnage. Et alors, c'est bien simple. Dès les 3 premières pages, et j'exagère même pas, rien que sur les 3 premières pages, il y a déjà trop d'infos. Trop d'infos intéressantes. Et c'est vraiment un cas d'école de comment démarrer une histoire. En premier, Donny Cates nous fait comprendre que le symbiote de Eddie a un passé. Que ce passé est certainement lourd et rempli de trucs affreux. Établissant donc que le symbiote de Eddie est bel et bien un personnage à part entière et pas juste ce qui donne ses pouvoirs à Eddie. Deuxièmement, on apprend que le symbiote peut faire des cauchemars et qu'il semble même pas au courant. Et troisièmement, dès la première phrase que dit Eddie du run, c'est qu'il se réveille seul. Chose qu'il déteste, mais il est jamais vraiment seul, le symbiote est toujours là. Franchement, c'est une masterclass de storytelling. Cates arrive à établir les premiers enjeux long terme de son run dès les premières pages. Aucune perte de temps ou blabla inutile, on rentre direct dans le cœur du sujet et de la thématique globale du run. Je trouve d'ailleurs que le début du run a vraiment des similarités avec le début de Immortal Hulk notamment. Le côté horrifique et mise en scène des personnages, mais surtout l'efficacité avec laquelle on rentre dans l'histoire, tout semble découler naturellement. On apprend au travers de la narration que le symbiote a des problèmes. Actuellement, il est vraiment perturbé, comme je l'ai dit. À ce stade-là, on ne sait pas vraiment par quoi. Mais il devient de plus en plus incontrôlable, il a complètement changé de comportement et devient vraiment difficile à gérer. Il a peur et semble influencé, presque contrôlé par quelque chose. Et forcément, ça ruine la vie d'Eddie. Évidemment. Mais en même temps, il ne veut pas s'en séparer parce qu'il a besoin de lui. On est vraiment sur la relation toxique of all time. Eddie ne veut pas être seul, donc il a besoin du symbiote. Mais en même temps, le symbiote peut à tout moment partir complètement en couille et il est méga dangereux. Et évidemment, on parle d'un symbiote là. Et Eddie nous dit qu'il ne veut tellement pas faire de mal aux autres qu'il est prêt carrément à se laisser tuer pour arrêter ça. Il est prêt à mettre fin à ses jours si un incident arrive. Et en écrivant ces lignes, je ne peux pas m'empêcher de repenser aux mots de Donny Cates à sa femme lors de sa pancréatite. Du fait qu'il était prêt à sauter la vie si la douleur était chronique. Je refuse de croire qu'il n'y a pas un lien entre ce que pense Eddie à ce moment-là et la vie réelle de Donny Cates. Ça rend ce moment d'autant plus impactant pour moi. On sent aussi qu'Eddie, il se sent pas vraiment utile dans sa vie. À ses yeux, sa disparition, elle changerait un peu rien pour personne. Et je trouve que c'est presque méta, parce qu'à ce moment-là, Eddie n'est pas si spécial pour le lectorat. C'est surtout Venom qui intéresse les gens au sens large, j'entends évidemment. Je vous vois évidemment, la secte d'adorateurs d'Eddie qui n'ont pas attendu ce run pour aimer le personnage. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là de l'histoire, Eddie n'est pas du tout spécial. Je veux dire, réfléchissez bien. Il est loin d'être unique en tant que porteur de symbiote, et dans un univers rempli de super-héros qui sauvent la Terre tous les 2 jours, il se sent profondément inutile. Eddie est quelqu'un qui a pratiquement tout raté dans sa vie. C'est aussi simple que ça en fait, et ce constat de base, même s'il est horrible, il va nous permettre de développer le personnage. Parce qu'en fait, il a autant besoin du symbiote que le symbiote a besoin de lui. Et encore une fois, on retrouve cet aspect méta. Les deux ont besoin l'un de l'autre pour gagner à la fois en popularité, parce que sans l'autre, ils resteront stuck dans les bas-fonds de Marvel, et en fait, Eddie, il a besoin de se trouver, comme le symbiote a besoin de trouver son hôte. Donc, dès le début, quand on sent qu'il y a un vrai conflit entre Eddie et le symbiote, et qu'on a tout ça en tête, c'est d'autant plus immersif, et surtout important. Et leur conflit est que Eddie prend des neuroleptiques pour le faire taire, pour ne plus l'entendre, et se retrouver seul. Et encore une fois, c'est tout le dilemme de Eddie Brock. Il aime autant être un solitaire que ce qu'il déteste être seul. Le symbiote lui permet de combler un vide affectif et de ne plus jamais être seul. Mais c'est complètement paradoxal parce que
Pour un solitaire, c'est la personne la moins seule au monde. Il est toujours accompagné. Et cette contradiction, c'est vraiment une des choses qui est intéressante sur le personnage, et les interactions entre Eddie et son symbiote sont complètement fraîches et nouvelles, en plus d'être évidemment très bien écrites. Bref, la vie de Eddie à ce moment-là, c'est de la pure merde. Je la souhaite même pas à mon pire ennemi. Vraiment, il y a une ambiance lourde et pesante. Eddie est complètement perméable au monde extérieur, et les deux personnages ne veulent surtout pas se retrouver seuls. Ça les terrifie. Mais ces premières pages sont également accompagnées d'un flashback qui semble complètement aléatoire. Et grâce à ce tout, on s'aperçoit directement que Kate a des idées, qu'il veut aller quelque part et qu'il ne part pas sur des endroits déjà explorés. Il y a de l'ambition et de l'envie, ce qui de base lui permet déjà de se démarquer de beaucoup d'autres runs de super-héros, le tout renforcé par des dessins incroyables qui nous mettent dans une ambiance bizarre et glauque, vraiment parfaitement dans le thème. Et en fait, avoir des dessins percutants dès les premières cases d'une histoire, chez moi, ça fait une différence monumentale. Ça me plonge directement dans le récit et lui donne comme un sentiment d'importance, presque de supériorité je dirais par rapport aux autres comics. Ça me donne l'impression que ce que je lis est important, qu'on a tout donné pour me faire lire ce truc et donc j'y accorde encore plus d'attention et d'intérêt. Pour retourner sur Eddie, à ce moment-là, il n'a aucune raison de vivre. Et ça, c'est vraiment important. Il se bat pour protéger les autres, mais sans avoir particulièrement un avenir ou une raison réelle de s'accrocher à la vie. Mais malgré tout, il refuse de s'abandonner aux ténèbres. Il refuse simplement de se laisser mourir en fait. Ça aussi, c'est une des caractéristiques importantes du personnage. Son obstination à vouloir aider les autres, quitte à être lui-même malheureux. Il est vraiment très altruiste sur certains points, mais en même temps, pas sur d'autres. En fait, il est écrit comme un véritable être humain avec des causes qui lui tiennent à cœur, d'autres moins, ses propres sensibilités, ses propres qualités et ses propres défauts. Et c'est une des forces majeures du run de manière générale. Eddie ressemble à un vrai être humain et ça c'est super plaisant à lire. Et d'ailleurs, une part importante du développement du personnage est le fait qu'il doit s'accepter et comprendre sa propre valeur. De toute façon, un des aspects les plus intéressants du run, c'est la relation entre Eddie et son symbiote. Je dirais même que c'est le cœur de l'histoire. Cette relation, on la suit du début à la fin avec ses hauts, ses bas, ses évolutions et cette relation, elle est vraiment intense. Eddie semble complètement désespéré et désemparé lorsque le symbiote n'est plus avec lui. Quelquefois dans le run, Eddie se retrouve séparé de son symbiote pour des périodes courtes, mais vraiment le désespoir qui se lit dans ses yeux dans ces moments-là est terrifiant. Entre le fait qu'il ne pourrait ne plus jamais être avec le symbiote et qu'en plus Null pourrait faire du mal à son symbiote, je crois pas avoir jamais vu Eddie Brock aussi désespéré qu'à ces moments-là. Parce que du coup, oui, ce run commence avec un changement de genre pour le personnage en devenant de l'horreur. En partie du moins. Dans l'ambiance, ça se ressent. Dans le choix de ses antagonistes, ça se ressent. Au début, l'antagoniste semble être un espèce de dragon symbiotique. Dans le design, il y a un bail très Lovecraftien dans l'âme. Donny Cates a de toute façon décrit son premier arc du run comme une espèce de film d'action à la Lovecraftienne. Et dans la mesure où cela a du sens, c'est exactement ce que c'est. Donny Cates est d'ailleurs particulièrement fort pour présenter ses antagonistes. Ceux connus, il les développe régulièrement très bien, mais les nouveaux, il les introduit très efficacement parce que c'est méga important. D'ailleurs, le twist avec le fameux dragon du début du run est magnifique. Aujourd'hui, on sait qui est l'antagoniste de ce run, et on sait à quoi ressemble Null, donc c'est moins efficace si on peut dire. Mais lors de ma première lecture, ça avait marché de manière incroyable sur moi. Et après cette intro en grande pompe, on va avoir un retour dans le passé pour nous présenter le dragon. Mais bon, je parle des méchants depuis tout à l'heure, je name drop Null, il est donc temps d'aborder le méchant central de ce run et son histoire. Et pour ça, il faut que je parle de l'épisode 4 qui va nous conter les origines de Null. Écoutez-moi bien, une bonne fois pour toutes, les origines de Null sont parfaites, de A à Z, tout simplement. Donny Cates va s'offrir le loisir de consacrer quasiment tout cet épisode pour nous conter le passé de Null. D'ailleurs, pour l'anecdote, le run avait au début un slogan « 1000 years in the making ». C'est pour cette partie-là. Et cet épisode va nous montrer comment une partie de ces fameux 1000 ans ont peut-être influencé, changé et affecté certaines parties de l'univers Marvel, dont certaines auxquelles on ne s'attendait pas du tout. Parce que Donny Cates va faire de son antagoniste un des êtres originaux de l'univers. Carrément, il est arrivé avant les Célestes. Il va donc prendre sa place dans la hiérarchie cosmique de Marvel, et c'est franchement un concept très casse-gueule. Souvent chez les Big Two, qu'un auteur essaye de toucher à la hiérarchie cosmique, c'est souvent vraiment pas ouf. Cette hiérarchie est souvent établie depuis
tellement longtemps, les lecteurs y sont habitués et en plus, elles sont souvent très bien designées et hiérarchisées justement. Et si on veut rajouter un élément, il faut le faire avec soin et attention. Vraiment, le fait de faire pop Null, un méchant vraiment à l'échelle cosmique, encore plus dans un comics Venom, était vraiment un pari de fou à l'époque. Mais ici, Donny Cates fait ça de main de maître, donnant à Null une très grosse importance dans l'idée, mais sans pour autant le mêler aux autres entités type Galactus, Éternité, le Tribunal Vivant. Il ne va mêler Null qu'aux Célestes, entre guillemets, qui certes sont très importants dans la hiérarchie cosmique de Marvel, mais ils ne sont pas une entité comme Galactus, soit une entité appréciée par les fans et bien définie. Les Célestes, ça reste plus un groupe très important, mais sans réelle personnalité, qui pourrait nous pousser à nous attacher à eux. Donc, quand Null arrive, il va pas dérouiller Galactus direct. Donc, les fans ne vont pas se retourner contre Donny Cates pour avoir osé toucher au sacro-saint Galactus ou quelconque tribunal vivant. Il connaît ses limites et joue parfaitement avec. C'est smart. On va voir la guerre qu'il a menée contre ces mêmes Célestes, mais Cates va aussi complètement révolutionner le lore des symbiotes à partir de cet épisode-là, qui est sans aucun doute un des épisodes les plus importants de l'histoire de Venom. Déjà, il va reprendre les origines des symbiotes instaurées par Bendis dans son run sur les Gardiens de la Galaxie pour les améliorer et les pousser à fond. Et pour ça, il va commencer par nous montrer la création pure et simple des symbiotes. Il va direct mettre les pieds dans le plat. Prendre un énorme risque et nous raconter carrément comment les symbiotes sont apparus dans l'univers Marvel. Et là, où ça aurait pu être un raté complet ou être un boulet pour les futurs scénaristes de Marvel qui travailleraient sur les symbiotes, il le fait tellement intelligemment et tellement bien qu'au contraire, il en fait une énorme force, mais genre vraiment. Il va par exemple expliquer d'où viennent leurs faiblesses au son et au feu, de la manière la plus simple, mais la plus ingénieuse, jouant sur leur côté création imparfaite, et arriver à explorer, mais surtout à expliquer, comme ça, un point névralgique d'un personnage jusqu'à alors inexploré. C'est trop fort, mais il va pas s'arrêter là. Il va faire quelque chose qui, selon moi, manque à l'univers Marvel récent, mais je dirais même plus aux comics de super-héros en général. Parce qu'en fait, il va lier l'origine de Null à ce que je considère comme le meilleur comic store de tous les temps, Thor, le boucher des dieux. En montrant comment Null a, sans le vouloir, propulsé Gore sur le devant de la scène. Rendant un comics qui, à l'époque, avait grosso modo 4 ans, encore meilleur, et parce que ça développe aussi Gore indirectement et explique un peu plus ses actes. Rendant ce que je considère comme top 4 des méchants de Marvel encore plus intéressant. Et ça, franchement, c'est juste exceptionnel et donne enfin ce sentiment qu'on cherche tant en tant que lecteur d'un univers partagé. Cette impression que tout est lié, que chaque événement aussi insignifiant qui puisse paraître peut impacter de manière monstrueuse l'avenir de l'univers Marvel dans le futur, nous donne l'impression que tout a le potentiel d'être important, sentiment qu'on a malheureusement très rarement, mais ici, c'est vraiment ce que j'ai ressenti et ça m'a plongé encore plus dans le run, tant je ne voulais manquer aucun détail, parce que j'avais le sentiment que j'allais en être récompensé et j'avais bien raison. Parce que Cates va s'amuser de temps à autre à faire pop des personnages qu'on s'attendrait vraiment pas à voir dans un run Venom. Et d'un point de vue extérieur, ça peut paraître être du gros fanservice débile, mais encore une fois, non. Parce que c'est fait avec une maturité et une intelligence très rares dans son écriture, et donc tout s'imbrique et fonctionne parfaitement, c'est trop cool. C'est d'ailleurs quelque chose qu'il fera aussi par la suite dans ses autres runs, mais qui seront pas forcément aussi bien faits, c'est une de ses marques de fabrique. Parfois, ça marche de fou, et parfois beaucoup moins. Mais bon, sur ce run, ça marche vraiment bien, et c'est fait surtout à juste escient. Il va utiliser en fait à foison l'univers Marvel, et pas que celui de Venom, mais il le fait avec une intelligence, une justesse qui fait que non seulement son run s'en trouve complètement renforcé, mais il renforce aussi l'univers Marvel et ses différents liens. Et connaissant l'univers en question, c'est vraiment très très fort parce que c'est très dur à faire vu le mastodonte qu'est l'univers Marvel et à quel point il est fragile sur certaines parties. En fait, Donny Cates est particulièrement fort pour donner du relief, de la valeur, mais surtout envie au lecteur de lire autre chose que son run. Et ça, c'est vraiment fort. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, quand je lis l'arc en 2 chapitres qui s'appelle Oversight, à chaque fois, j'ai envie de lire Agent Venom, alors que, factuellement, j'ai essayé de lire ce run et je l'ai trouvé sympa sans plus, et je suis pas allé plus loin que le tome 1. Mais Cates me donne vraiment envie de voir Flash Thompson en Venom à l'œuvre,
parce qu'il donne l'impression que c'était un personnage de fou qui a accompli des trucs incroyablement intéressants, mais revenons à notre début de run. On comprend également que les symbiotes font partie d'un tout et que c'est une race à part entière qui peut communiquer entre chaque membre. Et qu'ils ont donc une sorte de mâle alpha, si on peut dire, qui a des pouvoirs en conséquence étant l'être supérieur de ce tout connecté. Null, il possède donc un pouvoir incommensurable, vraiment difficile à imaginer, genre littéralement. Et le pire c'est que, à la fin de ce flashback, quand il se termine sur le début de notre comics, expliquant d'où venait le rêve du symbiote qu'on a aperçu dans les premières pages. Bouclons la boucle et répondant à nos interrogations. GG Wellplay en fait, Donny Cates t'a éteint le game en créant un des meilleurs antagonistes de chez Marvel de ces 20 dernières années, sans débat en plus, et le tout en un seul épisode. En fait, la première apparition de Null est une masterclass narrative quasiment absolue. Entre son arrivée avec les dessins de Stegman et ce que dit Venom dans la narration pour nous le présenter, il émane de lui une puissance très calme et sûre d'elle, absolument terrifiante. L'impression qu'il pourrait tuer Eddie en un quart de seconde et sans même avoir levé le petit doigt et que Eddie ne pourrait rien y faire. D'ailleurs, pour la petite histoire, la première issue du run a été super rapide à sortir. Carrément, Donny Cates était en avance sur le planning parce qu'il a jamais été aussi confortable à écrire un personnage de toute sa vie. Et c'est évidemment grâce au fait qu'il a lu une immense quantité de comics Venom, probablement plus que tous les autres personnages. Et donc il a réussi à se mettre dans la peau du personnage super facilement. Par exemple, il dit qu'il a beaucoup plus galéré à écrire Thanos, et le fait qu'il soit aussi serein et à l'aise sur le personnage et son univers et où il veut aller se ressent de fou. Globalement sur cet épisode, mais bien sûr sur toute la suite du run, a réussi quelque chose de vraiment énorme. C'est qu'en plus d'améliorer le lore des symbiotes, Cates va aussi le recentrer autour d'Eddie, lui donnant dès le début du run et évidemment à la fin une importance énorme, liant sa vie, ses choix, bref tout ce qu'il a vécu et vivra au symbiote en général. Pas que au sien d'ailleurs, il fait de lui le personnage principal de sa propre mythologie, qui en plus va avoir le luxe dans l'avenir de piocher dans les autres mythologies pour se renforcer, ce qui confirme ce que disait Cates en interview avant le début du run. C'est quelque chose que seul Venom peut affronter. Et chose intéressante, du point de vue de Eddie, tout le run, mais particulièrement toute cette première partie, c'est vraiment un sprint. Et cette espèce de course effrénée est incroyablement entraînante. On a l'impression, comme Eddie, de se noyer, de jamais avoir 2 secondes pour respirer. Chaque chose horrible qui arrive est suivie d'une autre, puis d'une révélation de fou, puis d'une autre chose horrible, ça s'arrête littéralement jamais. Mais pendant ce temps, le run va lui au contraire prendre des pauses. Enfin, si on peut dire, avec des épisodes de flashback, notamment pour nous raconter l'histoire des symbiotes, mais pas de manière générale, mais surtout l'histoire des symbiotes sur Terre. Et là encore, Cates va nous surprendre et place l'arrivée des symbiotes sur Terre bien avant celle qu'on croyait. On va apprendre plein de choses sur l'historique des symbiotes. On apprend qui était le premier porteur de symbiote, à quelle époque et sous quelles circonstances. On apprend aussi que chaque symbiote est une entité propre avec sa propre personnalité. Et au fur et à mesure, durant notre lecture du run, on s'aperçoit que les symbiotes sont des créatures fascinantes. D'un point de vue possibilité d'écriture, j'entends. Pour vous donner un exemple, pour que ce soit plus clair, la connexion entre le symbiote et son hôte est un processus très particulier et compliqué à comprendre, et qui diffère entre chaque symbiote, mais aussi entre chaque connexion symbiote-humain. Savoir quelle est la véritable personnalité du symbiote et pas juste ce qu'il a copié et emprunté à son hôte est donc relativement difficile. On s'aperçoit aussi que le lien entre le symbiote et l'hôte peut être bon ou mauvais, dans le sens où ils peuvent bien s'assembler ou moins bien en fonction de leur personnalité et de leurs envies respectives. Bon, pour que ce soit clair, je vais vous donner un exemple. Le symbiote de Carnage et son hôte, le très connu Cletus Kasady, ont un assemblage apparemment parfait. Ils se conviennent parfaitement l'un à l'autre. Ils ne forment vraiment qu'un. Là où par exemple, un symbiote qui s'associe à un personnage de Marvel random pendant 3 pages pour faire la bagarre, doivent avoir une connexion très faible. Et ça, c'est une idée qu'on retrouve déjà dans le Spider-Man de Mark Millar avec Angelo Fortunato, mais je vous épargne les spoilers là-dessus. Donny Cates n'avait pas forcément inventé la source de l'idée elle-même, mais qu'il l'avait pleinement développée. Il a donc utilisé un concept vaguement abordé dans l'univers Marvel 15 ans auparavant pour en faire une des parties les plus importantes, mais surtout intéressantes de son run. Et d'ailleurs, la manière dont est écrite la relation symbiote-hôte est vraiment particulière.
comment dire, il l'a décrit comme on décrirait pratiquement une relation amoureuse ultra fusionnelle. On partage tout et on vit quasiment aux dépens de l'autre d'une certaine manière. Et cette espèce d'agrémentation du lore des symbiotes permet d'aborder un panel complètement nouveau d'histoires et de styles différents. Et là, je parle aussi pour le futur de Marvel et des symbiotes. Cette base est vraiment une idée incroyable qui pourrait apporter, dans un futur plus ou moins lointain, des histoires autour des symbiotes avec des genres complètement différents. Et pour rendre ce tout plus crédible, Donny Cates va aussi imaginer un paquet énorme de tout petits détails sur les symbiotes pour rendre leur existence la plus vraisemblable possible, si on peut dire. Imaginant tout un tas de choses que pourrait faire cette espèce si elle existait dans la réalité. Et ça donne un certain côté quasiment tangible au sein de l'univers Marvel à cette espèce qui est super intéressant. Mais avant l'arrivée d'Absolute Carnage, Donny Cates ne va pas se contenter de présenter sa menace principale et d'agrémenter le lore. Il va aussi faire un plongeon dans le passé d'Eddie. Vous savez, ce run fait partie de ces runs que je mets dans la catégorie run total. J'en ai pas mal parlé sur la chaîne, mais c'est les runs qui arrivent à traiter la quasi-intégralité de la vie d'un personnage en revenant sur tous les petits moments marquants et importants apportant de la lumière sur ces différents événements, permettant notamment de travailler le personnage en profondeur, mais aussi d'avoir un aperçu plus global du personnage de manière incroyable. Je donne quasiment toujours cet exemple, mais le run de Jeff Lemire sur Moon Knight est un parfait exemple pour moi. Je pourrais d'ailleurs aussi mettre Immortal Hulk par exemple dans cette catégorie. Et surtout, sa relation très compliquée avec son père dans le deuxième arc du run. Au-delà du fait qu'il est excellent, la chose la plus intéressante qui sort de la relation entre Eddie et son paternel est la manière criante dont le mécanisme de copie de figure parentale est montré. Et comment tout peut mal tourner à cause de ça. Vous savez, on copie tous des choses sur nos parents. Mais lui, toute sa vie qui précède ce run a été définie à cause du fait qu'il copiait son père. L'origin story d'Eddie, en gros, le moment de bascule qui a fait de sa vie ce qu'elle est une simple et horrible erreur de jeunesse. Impossible de se placer d'ailleurs pour Eddie dans cette affaire, et c'est très intelligent de la part de Cates de faire ça. Parce que derrière, on voit que sa culpabilité et sa droiture morale le font agir de la bonne manière pour essayer, un tant soit peu, de se racheter. Tout est écrit, très intelligemment. De toute manière, l'héritage familial, ce qu'on laisse à nos générations futures, est au cœur du run. Le fait qu'on reproduit aussi les mêmes comportements que nos parents, comme j'ai dit, est aussi au cœur du run. Et surtout, qu'on fait les mêmes erreurs et que même en essayant de s'améliorer, on sera jamais parfait malheureusement. C'est extrêmement smart et ça prend ses racines dans la manière dont est écrit Eddie et sa relation avec son père. Son rapport à l'abandon, à la colère, mais surtout à la solitude et à la mort qui étaient installés dès le départ dans son enfance. Et ces traumas font de lui un personnage pour lequel on a très rapidement énormément d'empathie. Il vit un enfer sans son symbiote et il vit un enfer avec son symbiote. Sa vie est misérable et il se déteste à tel point qu'il déteste même d'entendre sa propre voix. Évidemment, son père, il est horrible. Et beaucoup des problèmes qu'il a aujourd'hui découlent de lui. En fait, Cates a développé le passé d'Eddie Brock en explorant son enfance difficile, sa relation tendue avec son père et la révélation de l'existence de son petit frère, Dylan. Tout ça a vraiment rendu le personnage d'Eddie beaucoup plus profond et attachant même qu'il ne l'avait jamais été. Et d'ailleurs, l'apparition de Dylan dans l'intrigue, au-delà d'être intéressante et pertinente pour le développement de Eddie, me semble être encore là pour refléter la vie personnelle de Cates et la manière dont il l'a dépeint dans ses comics. Parce que lors de mes recherches, je suis tombé sur des choses que Cates a dit, dont une qui me semble particulièrement pertinente, où il dit que son neveu est son être humain préféré sur Terre. D'ailleurs, la narration et la manière dont l'emphase est mise sur le vécu des personnages pour donner de la gravité à leur histoire est tout bonnement exceptionnelle et vraiment, je pèse mes mots. Un très bon exemple est celui du Major Strickland, parce qu'il décrit tellement bien ce qu'il vit, ça donne une profondeur mais surtout une valeur au récit et aux antagonistes qui je trouve est vraiment impressionnante. Le Major Strickland qui fait partie des très bons personnages secondaires et tertiaires du run et qui l'agrémente parfaitement. Parce que le run est rempli d'intrigues plus ou moins secondaires selon les passages. Mais quasiment chacune d'entre elles est intéressante et se déroule souvent hors caméra. Les personnages secondaires agissent même quand on les voit pas,
pour avancer leurs pions. En plus de ça, le run se permet le luxe de rendre tous les numéros dérivés style tie-in vraiment très bons. Et ça, pour une raison très simple, ils agrémentent grandement l'histoire et son lore. Web of Venom par exemple, c'est un très bon exemple. C'est vraiment une bonne histoire qui agrémente vraiment bien le lore de la série et des symbiotes en général. Ça peut paraître être un détail, mais ça l'est vraiment pas. Et au final, on peut dire ce qu'on veut, mais quand ces numéros finissent par s'accumuler, ça finit par donner du corps à l'histoire. Et d'ailleurs, pour finir, une des grosses forces du run, ce sont ces retournements de situation. Au-delà de simplement nous surprendre, ils font qu'on regarde le récit qu'on vient de lire et on voit qu'à la révélation, tout fait sens. Et tout s'imbrique parfaitement. Et pour finir cette partie, parce que ça commence à être long, je dirais que s'il y a une chose à retenir de ce début de run, de manière générale, c'est que Eddie marche le mieux quand il est une métaphore de l'addiction. Et là, on est en plein dedans. Le premier event arrive très rapidement dans la saga, puisque si on enlève les numéros annexes, tie-in et autres, il n'y a que 12 numéros réels avant Absolute Carnage. Et là où bon, on connaît notre univers Marvel, ça pourrait être un vrai défaut pour certains runs, parce que la construction serait moyenne avant l'event, et donc forcément, difficile de rattraper ça en plein milieu de l'event. Au contraire, ce run en tire sa force principale qui est son rythme impeccable. Quand on écrit aussi bien et qu'on arrive à rendre chaque personnage intéressant, chaque enjeu impactant, on n'a pas besoin de 30 numéros pour raconter quelque chose. En 12 numéros, toute la préparation pour Absolute Carnage est bouclée et l'event démarre donc sur des rails ultra solides. Et cet event, je vais le commencer par une partie cruciale pour le personnage de Venom. C'est la présence de Spider-Man pour la première fois du run. Peter Parker, j'entends, puisque Miles avait participé de manière importante au tout premier arc, et l'évolution de la relation entre Eddie Brock, le paria, et Peter Parker, le héros, est super intéressante à voir, parce que Eddie, ayant enfin pris conscience de toutes ses erreurs, cherche à créer une forme de lien, quasiment d'amitié même en fait. Et ça, même lors de sa réhabilitation dans les années 90, aucun scénariste n'avait vraiment osé aller jusqu'à une vraie réconciliation avec Spider-Man. J'entends une réconciliation complète avec Spider-Man. Probablement parce que leur rivalité était trop emblématique et populaire pour être remise en question à ce moment-là. Mais là, on n'est plus dans les années 90, le statu quo entre les deux persos n'est plus le même, et Kate comprend parfaitement que ce soit pour son histoire ou pour l'histoire des deux persos, une relation comme celle qui présente dans Absolute Carnage est plus intéressante que celle qu'on a connue depuis le début. En fait, Kate parvient à enlever l'inconsistance du personnage, notamment son rapport à la justice et à ses propres valeurs. Il va rendre crédible le fait qu'Eddie ait autrefois rejeté ses fautes sur Spider-Man en se voyant comme le héros de sa propre histoire, tout en rendant tout aussi naturel qu'aujourd'hui il veuille sincèrement évoluer et réparer ses erreurs passées. C'est vraiment intéressant d'avoir Spider-Man à ce moment-là précis, parce que ça va pousser Eddie à le voir comme un objectif à atteindre. Et avoir Spider-Man comme modèle, on a connu pire. Une fois l'event démarré, les enjeux sont simples et rapidement expliqués. Et Donny Cates va en fait broder autour de ça. Il va utiliser toute la continuité autour des symbiotes, à la fois celle déjà existante autant que celle qu'il a créée, pour écrire Absolute Carnage. Et c'est l'objectif principal de son début de run. Parce que Absolute Carnage va servir d'élément déclencheur au sein du run. Et la justification d'en faire un event est franchement bien amenée, parce qu'il va mettre en scène toutes les personnes qui ont porté un symbiote dans l'histoire des comics Marvel. Et c'est encore une fois utilisé intelligemment et notamment sur le choix du genre de l'histoire, qui va être une vraie histoire d'horreur. Parce que si je devais résumer Absolute Carnage, c'est une chasse. Carnage d'un côté et Eddie de l'autre vont chercher tous les anciens porteurs de symbiotes pour chacun arriver à leurs objectifs respectifs. Et le ton donné à cette histoire est vraiment là pour nous faire avoir peur pour nos anciens porteurs de symbiotes. Qui qu'ils soient, et ça c'est notamment dû à un truc, parce que même si j'ai pas lu tous les récits avec Carnage, loin de là, j'ai jamais vu un Carnage aussi terrifiant de toute ma vie. Carnage et sa quête sont terrifiantes, et encore plus la manière qu'il a de la réaliser. Il y a une vraie volonté de faire de Carnage un personnage qui fait profondément peur. Donny Cates va aussi nous conter en parallèle les origines de Cletus Kasady. Et encore une fois, ça renforce son histoire, parce qu'en plus de rendre le personnage plus intéressant, ça va aussi le rendre plus flippant. Carnage est vraiment un excellent méchant et le prouve encore une fois
sur cette histoire. Et ça n'a jamais été un méchant intéressant par son ambiguïté morale ou autre, non. Carnage est un bon méchant parce qu'il est l'opposé de beaucoup de méchants qu'on considère comme les meilleurs et à juste titre. Thanos, Doom, Sinestro. C'est des personnages qui pensent avoir raison de faire ce qu'ils font et en fait ils pensent être le héros de leur propre histoire. Carnage, lui, c'est l'opposé, c'est le mal incarné, tout simplement. D'ailleurs, le personnage, je le trouve plus intelligent, sournois et réfléchi que d'habitude. Et ça, c'est un côté très intéressant que j'ai vraiment adoré. Et d'ailleurs, ça va de pair avec un des combats de Donny Cates pour prouver que Eddie Brock est aussi intelligent. Je veux dire, on a souvent tendance à l'oublier parce qu'il a souvent été écrit comme quelqu'un de pas méga smart, alors qu'en fait, là, il est plutôt intelligent. Il a un diplôme de journaliste quand même. C'est pas Reed Richards ou Bruce Banner, mais il est pas bête pour autant. Et visuellement d'ailleurs, au passage, le design du personnage est juste incroyable. Et ça, tout en conservant cet aspect qu'avait le début de Run, d'avoir un côté très didactique pour les nouveaux lecteurs, en présentant même ses personnages les plus connus comme Carnage. Et au final, l'horreur dans l'histoire marche tellement bien que, franchement, je me demande même à certains passages comment Marvel a pu laisser Cates publier ce truc tellement c'est pas dans leur délire habituel. D'ailleurs, les vétérans qui faisaient partie de l'équipe éditoriale à l'époque étaient carrément surpris eux aussi d'où allait le run et cette prise de risque va payer parce que l'event est excellent et bénéficie grandement de cet aspect horreur pleinement assumé. Il y a des passages où on retrouve des personnages en train de supplier qu'on les aide à se sortir de certaines situations, à implorer la pitié avec la peur qui se dégage de leurs yeux. C'est vraiment effrayant et très inhabituel. Donc ça, c'est un énorme point fort. Niveau personnage, grâce à la continuité précédant son run, encore, Donny Cates va pousser la relation entre Cletus Kasady et Eddie Brock à fond et l'utiliser pour qu'elle soit le cœur de l'event. Et de se servir de leur très lourd passif pour alimenter son histoire. Eddie et Carnage ont toujours eu une relation intéressante. Et ici, c'est en quelque sorte la conclusion de cette histoire. Même si, évidemment, ils se recroiseront dans le futur, on est dans les comics, mais je trouve qu'il y a une sorte d'idée de conclusion entre les deux. Rien ne sera plus jamais pareil, surtout car les enjeux sont bien plus grands que lors de leurs précédents affrontements. D'ailleurs, Absolute Carnage est supposé, selon Donny Cates, être en quelque sorte l'histoire ultime de Carnage. L'histoire définitive. Et c'est en grande partie dû au fait que Cates comprend que Carnage est un ennemi aux motivations simples, mais très puissantes, et auquel il croit très profondément. Et en augmentant sa possibilité de faire un Carnage, littéralement, il fait que l'histoire a plus d'enjeux. Au-delà de ça, Eddie a toujours ressenti une forme de culpabilité par rapport au fait d'avoir créé Carnage. Ici, elle est amenée à son paroxysme, parce que Carnage fait encore plus d'horreur que jamais, et donc ça va participer à faire de lui un peu plus un héros. De toute façon, son parcours devait forcément passer par Carnage à un moment donné, c'était juste obligatoire. Et ça, on peut le ressentir notamment grâce à des super dialogues qui vont rendre chaque interaction entre Eddie et Carnage vraiment intéressante, et ça c'est vraiment bien, parce que souvent, le gros défaut des events Marvel, c'est leur côté impersonnel si on peut dire. On oublie régulièrement les relations entre les personnages pour se concentrer sur l'action et les moments chocs. C'est une balance qui est honnêtement très dure à trouver, et que très peu d'events dans l'histoire de Marvel ont réussi à atteindre. Et Absolute Carnage en fait partie grâce, encore une fois, à la finesse et à l'intelligence de son écriture. Avec des dialogues écrits de main de maître, et va donc rendre les scènes d'action encore meilleures, et ainsi de suite. L'event développe vraiment bien ses personnages de manière simple, claire et efficace, et en plus, Cates perd pas de vue ses personnages secondaires du run, bien au contraire. Mais Eddie est définitivement super bien développé. Le personnage est d'ailleurs centré autour de 4 choses. Sa relation avec Carnage, sa relation avec Dylan, sa relation avec Venom, son symbiote, et surtout, son envie de se débarrasser de ses vieux démons. Revenir dans le droit chemin pour être un héros. Et le regard que portent les autres héros sur lui joue d'ailleurs aussi pas mal dans le regard que porte le lecteur sur Eddie. Je veux dire, c'est un procédé qui fonctionne vraiment bien parce que les super-héros affirmés de l'univers Marvel ont tous leur avis sur Eddie. Nous, on essaye de se faire le nôtre, même si, à ce stade, il est déjà bien fait, mine de rien, l'avis de nos héros préférés va jouer sur notre avis. Et ça instaure une dynamique intéressante. Et son combat pour la rédemption devient d'autant plus crédible et touchant qu'Eddie ne le fait pas pour flatter son ego ou se donner bonne conscience, mais vraiment pour les autres. Ce n'est pas la reconnaissance qu'il cherche, c'est juste faire ce qu'il pense être juste.
À partir de cet event, en termes de proportion, le run prend un énorme boost. Son échelle devient tout de suite plus globale. Si Carnage réussit en fait à mettre son plan à exécution, ça risque d'amener des choses très très graves pour Venom et pour l'univers Marvel au sens large. Ce qui donne une pression constante au récit, car on sent bien qu'il peut vraiment y arriver en fait. À part ça, Cates continue à pousser le lore des symbiotes vraiment loin et même va répondre à des questions qu'en tant que lecteur, on n'a même pas pensé à se poser nous-mêmes. Et ça, c'est fort, parce qu'on est donc surpris de manière très régulière par le lore. Chaque arc est utile et logique et on suit un cheminement normal et important pour le personnage. Tout semble organique, mais surtout, je le répète, utile. Et d'ailleurs, avant j'ai parlé du sentiment que le run était une course effrénée. Eh ben, ça s'arrête pas du tout à l'arrivée d'Absolute Carnage. D'ailleurs, je dirais même au contraire, ça s'intensifie. Visuellement, c'est du très très haut niveau. Surtout du côté de Stegman. En fait, Absolute Carnage permet une bonne fois pour toutes de nous apercevoir que le taf de Stegman a rendu le run spécial, tout simplement. Ces dessins, quand ils vont taper dans le genre horrifique, sont très sombres, très durs. C'est fascinant. Sa mise en case, dès le début, nous met dans une ambiance, mon pote, t'es vraiment pas prêt, hein. Tout est horrible, tout est dur, c'est la merde. Bref, Stegman fait un travail incroyable. Et d'ailleurs, il met ça en page d'une manière si forte en insistant bien sur des petits éléments de narration pour la rendre plus fluide, en multipliant les cases pour donner vraiment ce sentiment de mouvement. En fait, ces dessins collent parfaitement au thème de l'horreur. Que ce soit dans la mise en page, les décors, les angles de vue, les couleurs, tout colle et ça marche hyper bien. Les émotions aussi que nous retransmettent les personnages, elles sont superbement réussies. La façon dont Stegman arrive à dessiner des personnages, notamment masqués, qui arrivent à transmettre des émotions, je pense en particulier à Spider-Man, c'est vraiment fou. On dirait vraiment que Stegman est né pour dessiner Spider-Man. Globalement, tout le rythme de l'event est absolument incroyable avec aucun temps mort. Tout ce qu'on lit est intéressant. Le scénario tourne beaucoup autour notamment du fait que les personnages sont dépassés par ce qui se passe. Ils n'ont donc pas le temps d'appeler des renforts. Il y a donc un vrai sentiment d'urgence qui s'installe et qui devient permanent où chacun doit agir à l'instinct et sans réfléchir. On sait vraiment pas comment les héros vont s'en sortir et on retrouve tout ce qui a fait le succès de Venom depuis le début du run de Cates, mais en mieux, en plus grand, en meilleur. Et en plus important et en plus impressionnant. Et pour clôturer cette partie, la fin, elle est excellente, évidemment, et je l'ai absolument adorée. Elle se finit vraiment différemment de la plupart des events, pour être honnête, et c'est vraiment très cool, mais du coup, elle est inattendue et permet d'enclencher en grande pompe sur la suite du run. Hands that reach but never touch me. Eyes that Bon, plead. ok, là on rentre dans ce qui est la moins bonne partie de ce run. Mais comme vous allez vous en apercevoir, ça reste quand même sur un très bon niveau. Durant cette partie, j'ai décidé de parler de deux arcs, Venom Island et Venom Beyond. Et donc, on se retrouve dans une partie très spéciale du run puisqu'on est entre Absolute Carnage et sa fin, King in Black. Et que la dynamique du run a complètement changé dû à la fin de Absolute Carnage. Eddie se retrouve dans une position bien particulière qui est compliquée à gérer, mais genre vraiment très compliquée. Le personnage continue d'être bien travaillé et bien travaillé dans le bon sens, ça bouge pas et de toute façon, ça bougera pas jusqu'à la fin du run. C'est la constante du run, Eddie sera parfaitement travaillé du début à la fin, et cette partie est beaucoup axée sur le doute de Eddie, quand il se compare aux autres héros notamment, chose qui avait débuté dans Absolute Carnage, et aussi qu'il doit prendre la responsabilité de ses actions et de leurs conséquences, et c'est toujours aussi intéressant sur ce point. L'arc Venom Island est une vraie continuité à Absolute Carnage où on va plonger dans la psyché de Eddie. L'arc est franchement agréable à suivre, mais parfois on a juste ce sentiment de pause pas très agréable. Malgré un développement intéressant de la relation Eddie-symbiote, mais qui semble plus être un passage obligatoire qu'un passage réellement intéressant. L'arc reste intéressant quand même, hein, mais la retombée narrative et visuelle est peut-être un peu violente après Absolute Carnage. Ensuite, l'arc Beyond est un bon arc globalement. Il se sert des fameux univers alternatifs pour nous montrer une Terre où Null, ou du moins un simili de Null, d'une certaine manière en gros, aurait gagné. Cet arc donc, bien qu'imparfait, sert de bon développement pour les personnages en général, nous donnant un aperçu de leur pouvoir avec les symbiotes, s'ils ne sont pas gérés convenablement, préparant encore plus l'arrivée de King in Black.
en rajoutant encore des enjeux pour certains personnages secondaires, et, en plus de ça, les premières conséquences qui semblent être annexes, créées dans le run plus tôt, commencent à venir hanter Eddie. Globalement, le côté futuriste et univers alternatif permet un travail intéressant sur les personnages, mais ça laisse pas franchement un souvenir intarissable non plus. Malgré tout, le run se permet des notes d'humour vraiment très bien senties, qui rajoutent un côté un peu plus léger au run par moment, et vu que c'est bien écrit, ça vient pas parasiter le récit. Autre chose que cet arc montre, c'est que le run fait quelque chose de vachement intéressant, c'est de donner une importance au symbiote, une utilité en quelque sorte d'un point de vue purement scientifique. Je veux dire, on sait quasiment rien de cet organisme, et le fait que quasiment personne n'ait tenté ou du moins réussi à percer leur secret jusqu'ici, franchement, c'est un peu du n'importe quoi en termes de cohérence vu les cerveaux présents dans l'univers Marvel. Et Donny Cates va donc corriger ça. Et ça va vraiment loin, et va jouer dans la suite de l'univers Marvel de toute façon, et c'est une des choses que Cates fait le mieux de manière générale, mais encore plus dans ce run je trouve. C'est prendre des éléments, des choses qui existent depuis des décennies chez Marvel et leur donner du contexte, de l'importance ou une encore meilleure place dans l'univers. En gros, les rendre plus importants, plus intéressants et plus interconnectés. En fait, le gros problème de ces deux arcs est qu'à la fin de Absolute Carnage, tout ce qu'on a envie en tant que lecteur, c'est que King in Black commence tout de suite. Et paradoxalement, on dirait que Donny Cates aussi, même si c'est plus une interprétation personnelle plus qu'autre chose, pour être honnête. Et donc, à part si les arcs mis en place avaient été d'un niveau énorme, ils ne pouvaient que paraître être moins bons, et malheureusement, ça a été un peu le cas. Vous le verrez peut-être lors de votre lecture, mais de mon côté, l'impatience que j'avais pour King in Black a rendu ces deux arcs relativement fades, malgré encore une fois des concepts plutôt pas bêtes et des scènes intéressantes. Mais bon, une fois cette partie passée, le run enclenche avec sa fin, et cette fin, c'est King in Black. Yo 좀 사람 시기와 질투 Too clean with the drip 난 좀 배로 그러면 난 좀 about it go no respect. Du coup, elle vaut quoi cette fin de run? Elle est vachement bien. Mais pourquoi du coup? Déjà, n'oublions pas le contexte. À ce moment-là, beaucoup reposent sur les épaules de King in Black et sur les épaules de Donny Cates qui doit clôturer son run de la bonne manière s'il veut qu'il reste dans les mémoires. Parce que s'il rate sa fin, le run marquera moins les esprits forcément. Donc frappez fort et frappez fort directement, dès la première page, et justement, dès les premières pages, Knull va enfin se présenter de manière totale et en face à face. Et son arrivée est fantastique et d'une efficacité incroyable, ça explose dans tous les sens. C'est méga impressionnant, on sent vraiment sa puissance et le danger qu'il fait peser au travers des pages. Et que pour l'arrêter, va falloir se lever bientôt. D'ailleurs, il y a un passage dans le début de King in Black qui a un clin d'œil énorme à Siege, l'event de 2010. Ceux qui ont la ref, mais bordel, c'est trop une dinguerie de faire ça, c'est trop incroyable, mais évidemment, même si ça reste une bonne partie de l'event, l'action n'est pas seule dans cet event. Comme dans Absolute Carnage, Donny Cates a parfaitement compris qu'on ne réussit un event que si on continue à travailler ses personnages durant l'event. Et même si évidemment, je peux pas trop vous en dire pour une raison évidente, c'est de pas vous spoiler, la relation entre Eddie et son symbiote est encore une fois super bien écrite, et ça jusqu'au bout. Et donne un vrai sentiment d'accomplissement. On a vraiment l'impression d'avoir suivi toute cette aventure, pas pour rien, parce que la conclusion de ce run est vraiment excellente, et notamment sur le personnage d'Eddie qui va se retrouver complètement bouleversé. Que ce soit en tant que personnage, ou bien dans sa place plus générale dans l'univers Marvel. Que ce soit dans les comics, mais même dans la vision de la maison d'édition, qui, grâce à ce run, comprend encore plus qu'avant que le personnage et les symbiotes méritent d'être mis en avant. Mais revenons à notre event. Pour vous dire que King in Black met en avant un talent que Donny Cates a pour mélanger des idées super grandiloquentes et cosmiques avec des histoires plus ancrées et des persos réalistes. Un bon exemple, c'est son run sur Doctor Strange, où il a introduit un chien fantôme qui parle, et c'est vrai que, dit comme ça peut paraître complètement absurde, mais en fait, il se révèle être un perso hyper drôle et attachant, au point qu'il s'est parfaitement intégré à l'univers de Doctor Strange aujourd'hui. Je pense que ce que je trouve le plus intéressant, c'est vraiment la manière dont toutes les thématiques du run trouvent une superbe conclusion. Et ça, c'est une des plus grandes réussites de cet event et de cette fin de run. Que ce soit la rédemption et bien évidemment la peur d'être seul, chacun de ces thèmes va trouver une fin satisfaisante, et ça me permet d'aborder quelque chose d'autre. Souvent, les méchants comme Knull, qui sont donc supposés être une sorte de mal absolu, ils ont un potentiel narratif relativement limité, parce qu'en tant que personnage, leur développement ne peut pas aller bien loin à cause de leur objectif très simple. Et donc, ce genre de méchant, assez simple,
n'a d'intérêt que s'il impacte le héros en face de lui et qu'il permet de le travailler en profondeur. Et c'est exactement ce que fait Null parfaitement, en plus d'être, je trouve, vraiment intéressant. Mais du coup, comment il impacte Eddie? Null est en quelque sorte l'incarnation du combat éternel d'Eddie contre le mal. Contre sa part sombre en fait. Donc, ce thème du bien contre le mal, qui est très simple et à la base même des comics, c'est vraiment quelque chose de très basique comme j'ai dit, mais qui prend tout son sens pour le personnage dans sa quête de rédemption et sa transformation en héros. Qu'il puisse laisser sa part d'ombre derrière lui et avancer, et qu'il ait le droit à une seconde chance. Et c'est vraiment pas sa première seconde chance. Eddie va même être surnommé le spécialiste des secondes chances. Et je trouve que le message que ça renvoie au-delà du personnage est vraiment super intéressant. Voir un personnage comme Eddie avoir une vraie seconde chance. Et qui paye parce qu'il va être d'une aide précieuse dans l'univers Marvel, c'est vraiment cool. Et ça passe surtout un super message, et évidemment, sa peur d'être seul va aussi trouver sa conclusion d'une manière incroyable qui va parfaitement combiner tout le travail fait sur le personnage, mais aussi tout le travail fait sur le lore pour trouver une fin sur mesure au personnage qui, en plus d'être excellente, ouvre des portes de fou encore une fois, que ce soit au niveau du personnage ou du lore. Et qu'est-ce que c'est cool et satisfaisant quand ça arrive ce genre de choses. Et puis, la création de Null permet quelque chose de vraiment important aussi. Vous savez, tout héros ou anti-héros qui se respecte se doit d'avoir une bonne galerie de méchants à affronter. Et pourtant, c'est justement là que Venom a souvent été à la traîne. Bien sûr, il a affronté pas mal de vilains au fil des années, mais le seul vrai ennemi récurrent qu'on peut qualifier d'ennemi juré, c'est Carnage, et bien maintenant, il y a Null aussi. Et le fait que Null soit le vilain du début à la fin du run est vraiment important et intéressant et le met direct sur un piédestal pour lui donner de l'importance. Depuis le début de la vidéo, je vous bassine avec le lore, tout le temps. Je vais encore le faire une fois, parce que tout ce lore créé autour des symbiotes qu'a fait Kate durant tout ce temps, culmine vraiment dans King in Black. Et encore une fois, tout se goupille parfaitement. Si on prend en plus en compte les histoires annexes écrites par Kate dans son propre petit univers type Silver Surfer Black, qu'il a volontairement écrit pour créer une continuité propre à ses histoires, tout marche parfaitement bien à la fin. Il y a des révélations et on agrémente encore un peu plus le lore en le liant à d'autres choses. De manière générale, King in Black est un event qui est plutôt long mais qui est magnifiquement bien rythmé, avec un côté bien plus action bourrin que ne l'avait Absolute Carnage. On sent vraiment que le temps de faire peur avec l'ambiance est terminé. Donny Cates ici veut nous faire peur avec un Null terrifiant, certes, mais il veut toujours nous en mettre plein les yeux et utiliser tous ces jouets qu'il a avec l'univers Marvel à sa disposition pour nous donner des scènes de fou. On retombe donc dans un côté un peu plus classique des events, mais c'est pas franchement un défaut parce que Donny Cates est excellent dans sa gestion de l'action et du fanservice. De toute façon, c'est un des mecs qui sait utiliser le mieux le fanservice et les surprises qui vont avec. Le nombre de pages où t'as un truc qui pop de nulle part, où tu te dis « Wouah, incroyable !» et que derrière l'histoire suit en plus, en faisant plus que du simple fanservice, non, c'est trop bien. Et ce, malgré que quand on lit un run aussi bon pendant aussi longtemps, nos attentes sont de plus en plus élevées. Ici, on n'est pas déçu et ça c'est fort. Et puis, bordel, l'action est si cool, tellement dynamique, c'est tellement satisfaisant à lire, purée. Comme d'habitude, l'aspect intérieur des personnages, leur esprit est vraiment excellent et souvent bien mis à profit pour les travailler. Il y a d'ailleurs toute une séquence qui se déroule en dehors de la réalité, si on peut dire, qui est particulièrement excellente et mémorable, et qui va faire intervenir plein de personnages trop cool, trop intéressants. De toute façon, King in Black fait vraiment crossover, où on ramène absolument tout le monde, on prend tous les jouets de la boîte et hop, on envoie tout. Et Ryan Stegman étant un grand fan de l'univers Marvel, il était trop heureux lors des events de pouvoir dessiner tous ces personnages qu'il aime tant. C'était vraiment un honneur pour lui. La plus grosse force de Stegman reste sa capacité à rendre chaque scène d'action incroyable. En plus d'être complètement chaotique, mais sans que ça paraisse complètement impossible à lire. À côté de ça, Iban Coelho a, comme toujours, fait un travail formidable. Et son style de dessin est certes complètement différent de celui de Stegman, mais ils sont de qualité tellement bonne que je trouve qu'ils matchent plutôt bien et arrivent à bien séparer certaines parties du run qui doivent l'être, sans pour autant couper la ligne directrice visuelle du run. Aussi, l'échelle a toujours été un questionnement important dans le run de Donny Cates, notamment avec King in Black, parce qu'il faut que tous les personnages brillent un petit peu pour que tous les fans des différents personnages puissent être satisfaits. Tout en gardant le focus sur Eddie, évidemment, parce que l'important reste toujours Eddie. Et que va-t-il retirer de cet event?
comment va-t-il changer? Qui il est et comment il va changer le paysage de Marvel dans le futur? De manière générale, la conclusion va être, comme certaines parties du run, complètement over the top. Mais ça passe grâce à l'écriture de tout le run précédent King in Black, qui nous fait donc sans mal accepter ce qu'on est en train de lire. Aujourd'hui, certains éléments amenés par Cates paraissent complètement normaux pour les lecteurs de Venom, mais faut voir qu'à l'époque, il a fait preuve d'une originalité et aussi d'une bonne paire de cojones, parce que certaines idées paraissaient vraiment folles sur le papier, mais sa maîtrise dans la narration et dans le timing de ses révélations et le sens qu'elles ont pour le run font toute la différence. Et cet event finit de cimenter Eddie Brock comme un des meilleurs personnages de chez Marvel. Et une nouvelle tête d'affiche, ce qui, au début du run, n'était vraiment pas gagné. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais le run a aussi quelque chose de très spécial. C'est qu'il arrive à conserver cet aspect religieux, très au cœur du personnage depuis sa création, et en même temps en le retournant complètement pour en faire quelque chose d'à la fois vraiment similaire, mais aussi complètement différent. Dans le dernier numéro du Venom de Donny Cates, on sent vraiment qu'une histoire profonde et marquante a été racontée. Une histoire qui a transformé le personnage et son univers. Contrairement à beaucoup de comics qui bouclent la boucle pour laisser un terrain vierge à l'équipe suivante, ici, on n'a pas cette sensation de retour à zéro. Dans une industrie qui repose souvent sur une simple illusion de changement et d'évolution, voir une vraie évolution est particulièrement satisfaisant. Le statu quo d'Eddie n'a plus rien à voir avec celui du début du run, preuve que son arc narratif est allé jusqu'au bout. D'ailleurs, Donny Cates considère que Rex, le premier arc du run, Absolute Carnage et King in Black forment une sorte de trilogie et pour le coup, ça se ressent. Pour conclure et donner un avis final sur ce run, même si vous avez compris, je vais pas dire que d'un coup c'est de la merde, je commencerai déjà par dire quelque chose d'assez basique mais d'essentiel. Ce run rappelle, ce qui compte vraiment, ce sont des personnages bien écrits, des histoires qui ont du sens et des enjeux qui font vibrer et un lore tout simplement. Ce run parvient à respecter l'essence de tous ces personnages, à leur donner une profondeur émotionnelle et à construire de véritables enjeux, tout en les faisant évoluer d'une manière très intelligente. Une histoire où chaque action et réaction a un impact réel sur l'histoire, sur ses personnages et sur la continuité. Et ce, malgré qu'au final, même si la vidéo elle est interminable, le run fait que 35 numéros. Donc c'est un run plutôt court, et quand on voit la quantité de choses qu'il accomplit en aussi peu de temps, c'est vraiment très fort. Et je pense pas m'avancer en disant que une des choses les plus satisfaisantes pour les anciens lecteurs de Venom, c'est de voir à quel point le personnage avait avancé dans sa vie entre les mains de Donny Cates. Et une des plus grosses forces du run reste sûrement que le run est autant sur le symbiote qu'il est sur Eddie. On se sert pas de Venom comme une espèce de gros Bill débile qui est juste une machine à tuer et rien que ça, c'est déjà une énorme amélioration et prouve une compréhension du personnage bien supérieure à la plupart des scénaristes. Quand Eddie a reçu le symbiote, il le voyait comme un outil pour exercer sa vengeance envers Peter Parker. Aujourd'hui, ils sont deux personnages distincts, forts et surtout intéressants. Le run va faire de Eddie Brock le parfait héros imparfait. Pas celui qui va tout le temps prendre les bonnes décisions, mais celui qui va tout faire pour se rattraper s'il prend une mauvaise décision. Parce qu'à ses débuts, c'était surtout un monstre psychopathe avec une vision tordue de la justice. Mais Cates a réussi à réhabiliter à la fois le symbiote Venom et Eddie Brock, mais il est allé encore plus loin. Non seulement il a rendu l'univers de Venom beaucoup plus riche et plus passionnant, mais surtout il a réussi à redonner toute sa profondeur et son intérêt à Eddie Brock lui-même. Cates a finalement réussi à faire en sorte que Venom puisse enfin exister par lui-même, sans dépendre constamment de Spider-Man. Et le fait de placer Eddie Brock au centre de deux events d'une telle ampleur a attiré une attention qu'il n'avait quasiment jamais eu jusqu'ici. Jamais auparavant, ses actions n'avaient eu un impact aussi énorme sur l'univers Marvel. Il était habituellement cantonné à des intrigues plus modestes, centrées sur lui et Peter Parker. Mais là, on lui a donné la chance de sauver l'univers aux côtés des plus grands héros de la Terre. Et ça lui a enfin permis d'être reconnu comme l'un des leurs. D'ailleurs, le fait que Stegman illustre les deux events leur a vraiment donné une importance assez spéciale et assez automatiquement en fait. Malheureusement, je trouve que Stegman n'illustre pas assez de numéros. C'est un peu de l'abus de ma part de demander ça, mais j'aurais aimé que Stegman fasse un peu plus de numéros, mais c'est vraiment le seul réel défaut que je trouve au run, si c'est vraiment un défaut. Parce que le but du run donne vraiment l'impression d'être le fait de mettre Venom sur le devant de la scène de l'univers Marvel. Ce qui rend le run assez unique et surtout en termes d'échelle comparé à énormément de runs. Et surtout à tous les runs Venom précédents évidemment. Il y a un côté immense et grandiloquent
qui sont très souvent présents mais qui n'étouffent pas le run, lui laissant complètement le temps de respirer pour travailler ses personnages, enclencher des storylines et build up ses enjeux. Ce qui est cool, c'est que quand on finit le run, on a vraiment ce sentiment d'avoir lu une histoire complète qui se termine. Et si ce run Venom a pu nous prouver une chose, c'est qu'il reste toujours possible de raconter des histoires mémorables, même dans un contexte où les idées semblent parfois épuisées. Et le run a su trouver son public de fidèles de Venom habituels évidemment, mais surtout a réussi à construire une base de fans à Venom, et ça c'est vraiment important. Le run a réussi aussi, notamment grâce à Null, à donner bien plus de profondeur au symbiote. Je veux dire, à l'espèce en général. Le but de ce run a toujours été de changer Eddie Brock d'une façon profonde. Et c'est plus que réussi. Je pense d'ailleurs, à titre personnel, que ce run Venom est le meilleur exemple de ce qui peut arriver quand un auteur peut faire évoluer un personnage réellement et pas juste écrire des runs où le personnage sera le même du début à la fin pour conserver un statu quo. Et pour finir cette vidéo, je voulais vous laisser avec une citation de Donny Cates qui résume parfaitement le personnage de Venom selon moi. On se réveille chaque jour avec l'envie d'être le gentil. Mais il y a cette ombre qui vous empêche de l'être. Pour moi, c'est ça Venom. Look at me now so savage 빛이 나 언제나 뒤끝부터 올라 All day 깊이 빠져들지 내가 두면